Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Qu'est-ce qui attribue de la valeur à une monnaie? Est-ce qu'une monnaie numérique peut être digne de confiance et fiable? Sachant que les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies, ou monnaies numériques alternatives, sont sujettes à la censure, la centralisation, la manipulation, la corruption et la création monétaire à outrance, peut-on vraiment croire à un changement de paradigme avec les crypto-monnaies, aussi familièrement appelées shitcoins? Est-ce que tu peux nous citer quelques cryptos? J'ai de l'Ethereum et après j'ai acheté plus ce qu'on appelle des altcoins, donc c'est des petits trucs. Ok. Mais franchement, s'il fallait recevoir des conseils de crypto-monnaie, ce serait pas de moi parce que je suis franchement naze. Le Dogecoin. Le Dogecoin. C'est génial. Il y a... qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah, il y a bien sûr le Bitcoin. Ouais, bah, le Dogecoin, le Bitcoin. Bitcoin, Ethereum, NFT. NFT, non, pas après il y a la Dogecoin aussi, après attends, il y a quoi? Ah non, moi j'ai oublié. Après il y en a quelques-unes, mais bon voilà. Oui, les bitcoins, comment ça s'appelle, enfin, pas tout ce qui est par rapport aux les NFT, c'est les Ethereum ont été Ethereum, voilà. Après, pour les ICO, en fait, ça peut être une très bonne comme une très mauvaise idée. Je veux dire, les personnes qui n'arrivent pas forcément à lever des fonds en equity ou à lever des fonds auprès des investisseurs privés, elles vont chercher de l'ICO. Ou alors, elles ont un peu levé sur des sites avant en token, mais pas assez, donc elles veulent aller chercher de l'ICO. L'ICO, c'est genre un truc qui est très bien pour certains projets et qui est très mauvais pour d'autres projets. Ça va dépendre de ton projet, de ton token, etc. Effectivement, il y a eu à un moment donné, je crois que c'était en 2017, la période où il y avait le pic des ICO. Tu investissais, le truc faisait x15 au lancement et tu prenais des bénéfices et c'était génial. Le problème des dernières ICO qu'on a eu, c'est que, comme vous savez tous, les crypto-monnaies, les tokens suivent pas mal le cours de Bitcoin et on est dans un marché qui est très compliqué. On peut même le dire, on est dans un bear market, clairement. Et du coup, quand les ICO, les tokens des ICO sortent, forcément, ils se crashent. Il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs raisons possibles. La première, c'est que quand il y a une ICO où il y a tout le monde qui peut rentrer, il y a tout le monde qui rentre sur l'ICO. Qui va acheter quand ça sort? Enfin, je veux dire, tous les gens qui voulaient acheter le token sont rentrés en ICO. Qui va clairement racheter le token quand ça sort? Personne. Et c'est ça qui fait que les gens vendent, mais les autres n'achètent pas. Et donc, le cours dégringole. Voilà. Ouais, mais ça reste en général temporaire. S'il y a un vrai projet derrière, ça remonte après. Et donc, en fait, ça peut être pas mal d'acheter quand c'est dans ce flou. Il y a des gens qui savent très bien faire ça, mais faites attention. C'est pas des conseils en investissement. Ouais, voilà. Déjà, tout ce qu'on a dit n'est pas un conseil en investissement. Et en plus de ça, ouais, ça peut être un bon truc d'investir en ICO, d'investir juste après une ICO si elle se crache et si on est persuadé que le projet est ouf et que ça va marcher et qu'on a tout étudié, les gars, deep dive max avant. Et donc, si on est sûr, on peut vraiment rentrer dans ces phases-là. Ouais. Et apparemment, ils ont fait des études sur ce qui se passait sur la blockchain, enfin, au bout de quelques années, et ils se rendent compte que les scams prennent une place prépondérante dans l'univers blockchain. On va faire le lien avec la news Uniswap, qui dit que 98% des projets qui passent sur cette plateforme sont des scams. C'est quand même beaucoup, hein. Ils ont fait une application qui s'appelle Unicrypt. En fait, ils te scannent ton projet, et l'Unicrypt te dit oui, c'est un scam ou pas. Ouais, ils se basent sur la détention des tokens, sur les pools de liquidité, et quitte à bloquer les fonds des créateurs pour que justement ce soit une petite sécurité pour l'utilisateur de la pool. En attendant, malgré leur outil pour détecter, ils se rendent compte que 90% c'est des scams. Les scammers sont prêts à utiliser Unicrypt pour voir leur fonds bloqués, juste pour tenter de bypass Unicrypt et de passer pour quelque chose de legit auprès des gens pour qu'ils investissent de l'argent. La DeFi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui se proposent, il y a des beaux rendements qui peuvent faire de l'œil à pas mal de monde. Maintenant, tout ce qui brille n'est pas or, on ne doit pas oublier de faire nos recherches. Et c'est un monde truffé de pièges. On doit être suffisamment aguerri pour faire attention à son argent et où on le met, quoi. Une news qui dit que le mois d'octobre n'a jamais été aussi peuplé de scams. Une autre news qui dit que Uniswap, 90% des projets qui passent dessus sont des scams.
et l'ONU qui dit 20% des attaques terroristes sont financées par les crypto-monnaies. Bon, comme tu as dit, Peter... Ça veut dire que 80% des attentats sont financés par du fiat, hein, donc on va arrêter les billets de vin. Les gars, si vous avez des billets de vin, vous avez intérêt de les envoyer au Café du Coin. Il y a quelques années, c'était 5% qui étaient financés par le terrorisme en crypto, et qu'aujourd'hui, on a quadruplé, quoi. Si c'est fait avec du KYC, si à un moment donné toutes les plateformes sont KYC, et ben ça pourrait être traçable, et on sera beaucoup plus simple de trouver qui envoie de l'argent et où il part, surtout où il arrive, que de la fiat. La fiat, il n'y a pas de KYC. T'as des billets de 500 dans les poches, le billet de 500, il n'est pas traçable. Alors que la blockchain, si, tout est traçable. C'est un livre, tu l'ouvres. Oh, il y a des transactions bizarres. C'est parti de Belgique pour aller à Mulhouse et de Mulhouse à Kandahar. Bah voilà, tu fais le lien. Je pense que effectivement, ça devient de plus en plus urgent que de réglementer l'écosystème, parce que bon, Café du Coin NCIS. Ça sera pas une mauvaise chose, les réglementations. Après, c'est la manière dont c'est fait, et il faut bien maîtriser son sujet pour pas faire n'importe quoi, parce que l'univers est tellement vaste qu'il faudrait pas que derrière ça le tue dans l'œuf. J'aime dire une phrase, c'est que oui, les crypto-monnaies financent le terrorisme, les crypto-monnaies financent la criminalité, financent tout ce qu'il y a de mal dans ce monde. Quand j'entends ça, j'ai l'impression que avant il n'y avait pas de criminalité, avant il n'y avait pas de terrorisme. Oh, avant ça n'existait pas, on vivait dans un monde sans guerre, sans rien. T'as oublié de dire aussi qu'avant ça, l'électricité n'était pas gaspillée. Aujourd'hui, elle est gaspillée que par Bitcoin. Oui, c'est ça. Salut. Là-bas. Ah bah ouais. Ah là, ça va être moins drôle. Hein. Oh merde. Bon, alors du coup, on revient sur une question technique, comme on demandait. Juste pour vous expliquer vite fait l'intérêt d'avoir une blockchain et d'un consensus décentralisé, c'est qu'on n'a pas envie de faire confiance à qui que ce soit. On veut qu'un ordinateur soit capable d'installer le logiciel et d'arriver sur le bon réseau. Et puis du coup, quand tu installes le logiciel la première fois, on appelle ça le bootstrapping. Et en gros, on a besoin de savoir laquelle est la bonne chaîne, parce qu'il y a des chaînes qui sont servies dans tous les sens, il y a des mauvaises, il y en a qui ont forqué, blablabla. On a juste envie de savoir sur quelle blockchain il faut qu'on soit pour être sur la bonne. Et donc, typiquement, sur Bitcoin, on a un truc qui s'appelle le Proof of Work, et il suffit juste de trouver la chaîne qui a le plus de travail, et c'est la bonne chaîne. Et là, vous allez sur du Proof of Stake. Et du coup, ça coûte rien de faire des chaînes parallèles, et de vous les servir. Mais il n'y a aucun moyen de savoir laquelle est la chaîne qui a le plus de travail, puisqu'il n'y a pas de travail. Et du coup, tu fais comment pour savoir si tu es sur la bonne chaîne, sans avoir à faire un appel à l'autorité, à savoir les développeurs qui t'ont fourni le software qui te dit « Ah mais non, suis cette chaîne-là parce que Coinbase, ils sont pas gentils. » Ok, tu oublies une chose, mon ami, la finalité des blocs en Proof of Stake. Merci, au revoir. C'était la réponse courte. Non. Les blocs, il y a une finalité des blocs, ça change tout. Il n'y a pas possibilité de rework comme Proof of Work. Ça change absolument tout. Ça répond à ta question. Par contre, dans le cas de l'attaque et qu'il y a une censure, là, il faudrait choisir le bon fork. Là, tu as raison. Et on aurait les mêmes besoins de sécurité que la première fois que tu vas synchroniser ton full node sur Bitcoin, à savoir faire confiance au code, faire confiance aux peers avec qui tu vas te connecter. Mais dans les cas où on n'a pas besoin de faire un fork pour pallier à une attaque ou de la censure, il y a une finalité des blocs. Donc ça change tout. Tu m'excuses. On commence d'un bloc 0. Donc, tu n'as pas de finalité des blocs. Tu commences à un bloc 0, tu rajoutes un bloc 1. Si tu veux de la finalité des blocs dans ton software, il faut que tu aies un checkpoint. Ton checkpoint, c'est du proof of authority. Non, le protocole. Ton bloc 0, tu peux construire n'importe quel bloc 1 par-dessus. Tu n'as pas de finalité. Il y a une finalité dans le proof of stake parce que à partir de 66% des votes des validateurs, les blocs sont finaux. C'est tout. C'est le code de Casper Est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est que la finalité des blocs parce que certains ne savent pas. Oui, ok. Grosse différence du coup en proof of work, et Ethereum était comme ça aussi en proof of work. C'est la chaîne la plus longue qui gagne. Et la chaîne la plus longue, on peut toujours faire une chaîne qui sera plus longue. Donc si on a plus de calculs, on peut réécrire l'histoire en gros. La finalité, c'est de se dire un bloc, au bout d'un certain moment, on ne pourra jamais revenir avant ou changer l'histoire, etc. Comment ? Il n'y a pas de DAO sur Ethereum, c'est ce que je disais. Oui, c'est un hard fork, oui. Et... Non, mais revenons-en au point. Disons tu as 66% du réseau. Oui. D'accord ? Tu considères du coup que tu n'as pas d'attaque et que ton 66% il est honnête et il ne va pas faire de bloc en compétition. Si tes 66% ils ont été saisis par le gouvernement et ils font 3 chaînes différentes, elle est où ta finalité ? On différencie le cas nominal du cas d'une attaque. On parle du cas nominal. Ah pardon, oui, non. Alors Ethereum ça marche s'il n'y a jamais d'attaque. Ah bah oui, là on est d'accord. Non, je viens de prouver tout à l'heure qu'en cas d'attaque on peut réagir plus vite sur Ethereum. Arrêtez de faire les clowns aussi. Dans le cas nominal, c'est-à-dire même dans Bitcoin, il y a une notion de reorg. Donc là, c'est la chaîne la plus longue. Donc il y a un moyen simple, trustless, sans humain. Oui, mais le proof of stake,
Casper FFG, qui est l'algorithme qui permet de gérer la finalité, c'est géré dans le protocole. 66% des validateurs qui votent sur un bloc, ça va finaliser ce bloc, c'est tout. C'est le protocole. Honnête. S'ils sont malhonnêtes, tu fais comment? Mais bien sûr, mais s'ils sont malhonnêtes, c'est un scénario d'attaque, et on l'a dit, ça c'est le hard fork, tu fais comment? Hard fork ou soft fork. Et tu choisis comment ta hard fork? Consensus social, comme on l'a toujours fait. Et du coup, c'est les devs qui le mettent dans le software? Oui, comme sur Bitcoin. Bah non. Nous, tu prends la chaîne avec le plus de travail. Bien sûr, sauf dans le cas d'une attaque et que tu veux faire un... On l'a dit tout à l'heure. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Quand on est Bitcoin et qu'on veut être une monnaie, et au-delà de cette monnaie, une time chain, c'est-à-dire une forme de vérité numérique, quelque chose qui est comme le temps, qui est chronologique, immuable et irréversible. Eh ben, ça passera pas. Les calculs sont pas bons, Kevin. Pour acquérir son statut de monnaie, ou plutôt pour être considéré par les citoyens comme une monnaie légitime et différente, il faut que sa distribution initiale ait été irréprochable. Sinon, les fatales inégalités deviennent insupportables. M'attendais à beaucoup mieux. Allez. Et irréprochable fut pendant des années la distribution initiale de Bitcoin. Tout le monde pouvait en miner, pouvait s'en procurer à des prix très très bas. Les mêmes règles s'appliquaient à tous, et si vous n'avez pas à l'époque sauté le pas, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Alors évidemment, je dis pas que les choses étaient parfaites. Il y a une certaine concentration de Bitcoin qui n'est pas idéale. Mais quand on prend en compte tous les éléments, je pense que les choses se sont passées aussi bien qu'elles auraient pu se passer. Et surtout qu'on fera jamais mieux. Parce que je sais que ça peut être d'une certaine manière rageant, voire injuste. Mais Bitcoin, pour reprendre les mots de Yorick, c'est une expérience irreproductible. Et je suis en tout cas sûr d'une chose, c'est que si Bitcoin était sorti en preuve d'enjeu, nous n'en parlerions pas aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'Ethereum a commencé en preuve de travail, avec un bon gros prémine de bâtard quand même. En fait, il y a une immense malhonnêteté intellectuelle dans la manière qu'ont les anti-Bitcoin de présenter le merge. Ils veulent faire croire aux gens, aux profanes, aux no-coiners qui lisent Le Monde avec leur café du matin, que c'est là la preuve que nous, on ne veut pas évoluer. Ah bah oui, je l'ai lu dans Le Monde que c'était un bug. Oh, les Bitcoiners, c'est dinosaures. Alors qu'il faut le répéter, preuve de travail et preuve d'enjeu, ce sont des choix. Donc, les Bitcoiners sont des cons, c'est un fait établi. Mais David Larousserie, le journaliste qui mène l'entretien, il a beau être crédule, il est aussi charitable. Et il se dit qu'il doit bien y avoir une raison qui expliquerait pourquoi tous ces braves gens persistent dans leur erreur. Et il demande avec une voix qu'on imagine un peu interloquée, pourquoi Bitcoin n'adopte-t-il pas cette solution ? Et Jean-Paul, mis en confiance par le doct exposé qu'il vient de nous délivrer et par le lien de sachant à apprenant qu'il a réussi à tisser avec le petit David, eh bien Jean-Paul, il se met à partir en couille parce qu'il a trouvé la raison dans ses évangiles. Si les Bitcoiners restent cons, c'est surtout parce qu'ils commettent le péché d'avarice. Oui, monsieur, ce sont des êtres cupides. Il y a plusieurs obstacles, prêche-t-il. Le premier, inavouable pour ses défenseurs, et que cela pourra faire baisser les cours du Bitcoin, et donc leurs intérêts. Mais c'est quoi cette réponse de curé ? Ça suffit de nous faire la morale ? D'abord, mon père, il n'y a rien d'inavouable à défendre ses intérêts, même directement pécuniers. Évidemment qu'on défend notre beefsteak. Qui va le faire sinon ? La Banque de France ? Christine Lagarde ? Bruno Le Maire ? On commence tout de suite avec le premier chiffre étonnant à propos de Bitcoin, c'est le chiffre 20 999 999,9769. Alors que signifie ce chiffre qui se rapproche étrangement de 21 millions ? Eh bien j'ai découvert récemment qu'il n'existera en fait jamais 21 millions de Bitcoin. Quand on regarde le code du logiciel Bitcoin, on réalise que la limite des 21 millions de Bitcoin n'est pas spécifiquement écrite dans le code, mais que c'est plutôt une conséquence des formules mathématiques qui sont définies dans l'algorithme lui-même. Concrètement, on peut calculer le nombre total des unités de Bitcoin avec la formule mathématique suivante. La somme de n égale 0 à 32 de 210 000 multiplié par 50 divisé par 2 exposant n. Alors si ce que je viens de vous dire a ressemblé à du chinois, ne vous inquiétez pas. En fait, cette formule s'explique assez facilement. La partie de gauche signifie que la création des unités de Bitcoin va passer au fil du temps par 33 époques différentes. L'époque est représentée par la lettre n qui varie de n égale 0 à n égale 32 au fil du temps, ce qui correspond bien à un total de 33 époques différentes. Ensuite, la partie du milieu signifie que pour chacune de ces époques, il y aura systématiquement 210 000 blocs de transactions. Et la partie à droite signifie que pour chacun de ces blocs, il y aura une quantité spécifique de nouveaux bitcoins qui seront créés et qui seront
donnée comme subvention, comme récompense au mineur qui aura miné le bloc. Et donc cette subvention, elle est calculée avec la formule 50 divisé par 2 exposant n, où n, je le rappelle, représente l'époque et donc est incrémentée à chaque passage à une nouvelle époque. Donc pendant la première époque, par exemple, la subvention était de 50 divisé par 2 exposant 0, c'est-à-dire 50 BTC, puis elle est divisée par 2 à chaque fois qu'on passe à une époque suivante. C'est ce qu'on appelle communément le halving, qui se produit à environ tous les 4 ans, ou plutôt tous les 210 000 blocs. Par exemple, aujourd'hui, on est dans la 4e époque de Bitcoin, c'est-à-dire qu'on est à n égale 3 dans la formule, puisque je rappelle que n a commencé à n égale 0. Donc la subvention pour chaque bloc est aujourd'hui de 50 divisé par 2 exposant 3, c'est-à-dire 50 divisé par 8, c'est-à-dire 6,25 BTC par bloc. Quand on arrivera à la dernière époque, c'est-à-dire la 33e époque, alors la subvention pour un bloc sera égale à 50 divisé par 2 exposant 32, c'est-à-dire 0,01 millionième de BTC, c'est-à-dire 1 Satoshi. Et enfin, après la fin de la 33e époque, il est prévu dans le code de Bitcoin qu'il n'y aura tout simplement plus de subvention. Donc si on fait la somme de ces 33 époques, alors cette formule nous amène à un total d'unités de Bitcoin égal à 20 999 999,9769 BTC. Donc en gros, on arrivera extrêmement proche des fameux 21 millions de BTC, mais on n'arrivera jamais à 21 millions de BTC puisque la formule s'arrête juste avant. On va terminer avec une nouvelle exceptionnelle. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Il y a la CEO Dark Invest qui prédit un bitcoin à 1 million de dollars pour 2030. En vrai, cette nouvelle, je voulais te la partager la semaine dernière, mais je sais pas pourquoi elle s'est perdue. Mais bon, là, c'est une belle manière de finir les crypto news. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais d'un côté, je me dis que quand le bitcoin était à 1 euro, si tu avais demandé aux gens s'ils pensent que le bitcoin va un jour valoir 60 000 dollars, pardon. Oh, comment j'ai bugué de ouf. Ouais, frérot, je suis choquée comment j'ai bugué. Bref, je recommence. Si quand le bitcoin valait 1 euro, tu avais demandé aux gens si le bitcoin pourrait valoir 60 000 dollars un jour, là ça va, j'ai pas bloqué, tu vois, on s'améliore un peu nous aussi. C'est sûr qu'ils allaient te dire mais jamais, c'est ouf, pourtant c'est arrivé, donc voilà, je ne sais pas. En tout cas, il faut fermer la porte à rien du tout, tout est possible, mais ce qui est sûr à mes yeux, c'est que les cryptos, le Web3, c'est là pour rester en fait, l'adoption massive continue malgré les mauvaises nouvelles. Bitcoin qui a été déclaré mort à 466 reprises. Honnêtement, ça ne changera jamais. À chaque fois qu'on a des baisses marquées comme on a eu dans les derniers jours, eh bien, on a toujours quelqu'un pour crier au loup, pour crier que le Bitcoin est mort. Mais quand le marché est à la hausse et qu'on est dans un bull market, eh bien, c'est rare que ces gens-là vont se manifester. Comme quoi les gens veulent tout simplement avoir un petit peu de sensation, de dire « Je te l'avais dit de ne pas toucher à la crypto, que c'était pour crasher, c'était pas bon. » On le sait, c'est facile de crier au loup quand ce genre de situation-là arrive. Et justement, j'en ai trouvé un vrai de vrai bear, une personne qui déteste vraiment les cryptos. Et donc, le 14 novembre, crypto is never coming back, it's done. Please do not waste your money on it. It's not an investment. Stay away from it. Cheetah Bhagat. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir qui est monsieur Cheetah Bhagat? Et j'ai été surpris par son Twitter. Ça m'a l'air d'être un journaliste. Tu peux venir voir, mais c'est vraiment un anti-crypto. Crypto is over. This tweet done. Bref, un vrai de vrai anti-crypto. Et j'imagine que dans le prochain bull market, cette personne-là, on ne la verra pas parler de crypto, évidemment. Donc, tu peux aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur Cheetah Bhagat. 12,5 millions d'abonnés. Donc, quand même, qui est un fervent contre le Bitcoin. Que voulez-vous? C'est la vie. Il y en a et qui aiment ça frapper sur le clou, même si le clou est déjà enfoncé. On le sait que le marché de la crypto ne va pas bien. C'est facile de critiquer, de dire « je te l'avais dit ». J'ai hâte de voir ces gens-là quand le marché va être inverse et qu'on va être dans un bull market et que le Bitcoin va avoir atteint 100 000 $. On reste confiant, guys. Il faut rester confiant. On n'a pas le choix. Binance vient d'annoncer des sanctions contre la Russie à la demande de l'Union européenne. Tous les comptes de plus de 10 000 € sont bloqués et toute transaction de ces portefeuilles sera interdite sur leur plateforme. Voilà, tous les moyens restent bons pour essayer d'interdire tout ce que Bitcoin représente. L'anonymat, la protection de la vie privée, le droit à la propriété directe, la désintermédiation, la simplification d'un système monétaire et bancaire fragmenté, lourd, inefficace et vieux de 55 ans. Un défi de plus
à gagner par Bitcoin, seul contre tous, sans sponsor, ni budget, ni État pour soutenir sa croissance. Mais simplement, grâce à son élégance, à son efficacité et sa pure puissance, il a toutes ses chances de gagner cette avant-dernière bataille peut-être. En parlant d'Américains d'ailleurs, heureusement ils ne font pas tous l'autruche, puisque chez les sportifs, la question du paiement des salaires en crypto fait son chemin petit à petit. Cette année, c'est au tour de Klay Thompson et André Iguodala, qui sont deux basketteurs de haut niveau, qui sont désormais payés en Bitcoin. N'avez-vous jamais rêvé d'être dans un métavers mais dans la vie réelle, où chaque parcelle de terrain est un NFT, chaque monnaie est une crypto-monnaie et chaque échange doit se faire dans cette crypto-monnaie, et même votre passeport est un NFT et celui-ci vous donne accès à toute une partie de l'île ou à l'entièreté de l'île et à des revenus passifs sur le territoire. Si vous avez déjà rêvé de ça, eh bien sachez qu'une entreprise est en train de réaliser ce rêve, de faire un métavers dans la vie réelle. Ça s'appellera Satoshi Island. 30 000 personnes pourront prendre place dans cette île perdue dans le Pacifique. Et 50 000 personnes sont déjà inscrites sur la liste d'attente. Une liste d'attente qui s'allonge chaque jour un petit peu plus pour cette île perdue au fin fond du Pacifique de 300 hectares. On passe du côté du Mexique, très intéressant. On a le 3e homme le plus riche du Mexique qui a dit que Bitcoin est meilleur que l'or. Il est plus divisible, plus facile à acheter, à transporter et n'a aucun coût de stockage. Donc il nous a donné toutes les qualités de Bitcoin, même s'il y en a encore plein d'autres. Donc très très intéressant. Et on a aussi le président du Salvador, Nayib Bukele, qui a dit que Bitcoin a un prix, je ne sais plus ce que c'est exactement, je l'ai ici la news, une augmentation gigantesque des prix n'est qu'une question de temps pour le Bitcoin. Donc très très cool. Et voilà, encore une bonne news là-dessus. On passe maintenant à la statistique du jour avec 4% des baleines qui seraient des criminels et qui contrôleraient près de 25 milliards de dollars de crypto-monnaies. C'est en tout cas ce qu'une récente étude de Chain Analysis a montré. Il y aurait plus de 4068 baleines criminelles. Par baleine criminelle, Chain Analysis désigne tout simplement des baleines qui détiennent plus d'1 million de dollars de crypto-monnaies dont 10% des fonds reçus seraient illicites et notamment liés à des escroqueries, des fraudes ou encore des logiciels malveillants. Alors que la crypto-monnaie a connu une forte progression en 2021, ça a également été le nouveau terrain de jeu de différentes arnaques et hacks en tout genre. C'est comme ça qu'on a connu une augmentation de plus de 79% des vols en crypto-monnaie. Et la plus grosse part revient bien entendu à l'escroquerie avec plus de 7,8 milliards de dollars, notamment les différentes arnaques qu'on retrouve sur la finance décentralisée. En ce moment, c'est très intéressant d'ailleurs de voir que tous les organismes étatiques, quels qu'ils soient, la Banque de France, la BCE, le Japon, la Chine, etc., ils sont en train d'essayer de bloquer autant qu'ils peuvent. Ah, ils sont en train de faire de l'huile, hein. Les vraies crypto-monnaies, en les remplaçant par des ersatz, qui sont les monnaies numériques de banque centrale et tous ces trucs-là. À mon avis, ils n'y arriveront pas. Ils sont un poison. À mon avis, ils n'arriveront pas à l'arrêter. Mais ils arriveront à faire suffisamment peur à suffisamment de gens pour que, et ça je le dis à regret, pour que les crypto-monnaies, ça reste toujours, me semble-t-il, un phénomène passionnant et très intéressant, mais finalement secondaire. Et je le dis à regret, si tu veux. Mais je pense que les États qui ont avec elles la police, etc., la justice et compagnie, ils vont pas laisser tomber leur monopole comme ça. Je suis d'accord. Bonsoir tout le monde. Je vais clarifier mes propos dans ce qui m'est arrivé dans cette vidéo, déjà pour que ce soit fait au moins une fois, et ensuite pour ne pas revenir dessus encore et encore, pour pouvoir mettre un pied devant l'autre. Je pense qu'il faut très vite passer à autre chose. À la base, ça vient d'une erreur d'attention quand même. J'étais chez moi, à mon domicile, du moins à l'endroit où je me suis domicilié parce que je suis positif Covid, mais j'ai pas de symptômes. Mais du coup, j'étais chez moi et j'entends le dictaphone qui sonne pendant que je suis au téléphone et je réfléchis pas trop. Et du coup, je dis qui c'est et quelqu'un me dit que ça vient d'une assurance. Je dis que non, je cherche pas d'assurance. Ils me disent non, mais c'est pour une escroquerie à l'assurance et tout, Monsieur Simonin. Je réfléchis pas. Je dis ah d'accord, parce que j'avais eu une histoire qui, bref, ça aurait pu me concerner. Je fais pas gaffe, j'ouvre en bas et en plus de ça, je donne la position, dans quel appartement je suis et à quel étage je suis, comme un idiot, sans réfléchir. Bref, je raccroche le téléphone. La personne arrive à l'étage et moi je suis j'ai la porte ouverte et j'ai 1 mètre de recul. Je me suis dit juste pour dire à la personne de pas rentrer, que j'étais positif et qu'il fallait pas qu'elle avance. Et là je vois la personne qui baisse la tête, très entreprenante, qui avance, qui continue d'avancer vers ma porte, qui met le pied sur le pas de ma porte et qui me dit reculer. Et là je vois qu'elle sort une arme de poing de son sac. Et quand je vois l'arme de poing sur la tranche, tout de suite
panique. J'avance vers elle très vite, je pousse son bras, je la pousse contre le mur, je hurle, j'ai mis 1 ou 2 coups, j'en sais rien. Et quand elle a tapé le mur et qu'elle s'est retournée et que je l'ai repoussée derrière, dès que j'ai vu qu'elle était déséquilibrée, tout de suite, je suis passé derrière ma porte, j'ai fermé à clé et je me suis mis à l'autre bout de l'appart et j'ai appelé le 17. Si j'ai communiqué ce soir, c'est surtout déjà pour le sortir de ma tête, pour le poser, mais en réalité c'est pour dire que non, l'argent n'est pas disponible comme ça. Il y a des processus de sécurité qui font qu'on a besoin de tierces personnes et qu'on a besoin d'un long process pour libérer de l'argent. Et évidemment, ça fait plusieurs années que j'ai plus d'argent sur moi et d'argent à mon domicile pour ce genre de raisons. Bref, je voulais juste vous le dire. Pour mon petit background, moi j'ai toujours été un peu écureuil. Quand j'étais petit, tous les jours je saoulais ma mère et puis on allait à la caisse d'épargne et je posais 1 euro sur mon livret A. Et à la fin de l'année, je gagnais 3%, alors je gagnais peut-être 30 euros et j'étais super content. Je disais, ouais, c'est de l'argent magique, j'ai gagné 30 euros de nulle part. J'avais l'impression que j'allais créer infiniment d'argent comme ça. Donc j'avais ce côté écureuil et puis ensuite, plus tard, j'ai découvert l'argent, j'ai découvert l'inflation. Mais t'avais déjà ton DCA, quoi. À toi. Voilà, j'étais déjà dans l'esprit. Et en fait, quand j'ai découvert Bitcoin, ouais, le white paper, j'ai trouvé que c'était vraiment le mec qui était un génie. J'avais fait un peu de recherche et de mon expérience, les très bons chercheurs, tu lisais leurs papiers et tu disais, waouh, c'était limpide. Alors que souvent, les chercheurs de merde, les papiers, ils avaient l'air super compliqués, tu comprenais rien. Et souvent, les vrais génies, moi, j'ai l'impression qu'ils sont clairs, en fait. Tu les écoutes et tu comprends ce qu'ils veulent dire. Tu sais ce que disait Léonard de Vinci, la simplicité, la sophistication ultime. Ok, ouais, c'est pas mal. C'est exactement ça, mais vas-y, je te coupe, désolé. C'est pas mal. Et donc, quand j'ai découvert Bitcoin, j'ai vraiment eu... Franchement, j'étais passionné, c'est-à-dire que je suis tombé vraiment amoureux du truc. Je me suis dit, génial, je me suis dit, ce truc-là, il y en aura de moins en moins, enfin, il y en a une quantité limitée, et donc si j'en achète un certain pourcentage et que c'est toujours là dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, bah ça vaudra beaucoup plus cher. C'était vraiment mon raisonnement, enfin, c'est le raisonnement qu'ont tous les bitcoiners, mais c'est vrai que dès le début, moi, ce truc-là m'a frappé, et après, j'avais la chance d'avoir le background informatique qui me permettait de me dire, ça marche. Parce que quand tu es financier ou quand tu peux te dire, bon, bah, ce truc-là, je sais pas, à un moment, le mec, il va changer la variable, il y aura infiniment de bitcoin, etc. Moi, j'avais le background qui me permettait de me dire, ça marche. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a des mecs qui disaient, oui, mais si ça se fait hacker, si machin, s'il y a un bug, on s'en fout, on fait un upgrade, tout le monde le met, et puis c'est réglé, quoi. C'est pas la fin du monde si jamais il y a un bug, et puis... Donc, je savais qu'en fait, s'il y avait un petit bug, c'était pas grave, on faisait une mise à jour, on prenait l'état d'avant, et puis on roulait jeunesse. Et c'est ce qui s'est passé quand il y a eu... Il y en a pas eu beaucoup, hein, il y en a quasiment pas eu, d'ailleurs. C'était d'ailleurs extraordinaire à quel point le truc pas eu beaucoup de failles dans le protocole, des patchs qu'il y a dû mettre. Oui, c'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns. Un ou deux trucs, deux, trois, par exemple, petits trucs. L'inflation bug de 2018 que peu de gens connaissent, mais oui, il y en a eu quelques-uns. Ça veut dire que les nouvelles personnes qui débarquent dans l'écosystème, ils disent genre Bitcoin est pur à 100%, c'est pas tout à fait correct. Ouais. C'est pas tout à fait correct. Mais globalement, oui. Globalement, ça a quand même été super bien designé. Bien sûr. C'est-à-dire que le mec, il a tout anticipé un peu, moi je trouve. Il avait d'ailleurs, de mon point de vue aussi, anticipé le scaling, mais ça c'est un autre débat. Mais il avait vraiment une vision hyper long terme. Moi j'ai été bluffé et j'ai trouvé que c'était un héros, ce mec, Satoshi Nakamoto. Sa personnalité, parce que j'ai lu tous ses posts et tout. À l'époque, je lisais tout ce qu'il y avait dans le forum tous les jours, enfin je lisais tout. Et je trouvais qu'il avait vraiment une personnalité de héros, parce que c'est un mec, il aurait pu avoir la gloire, il l'a pas prise. Il aurait pu avoir la richesse, il l'a pas prise. Il a fait le truc, il a changé le monde, il va changer le monde, il va avoir un des plus grands impacts. Et le mec, il est resté anonyme. Et moi, ça m'a impressionné, parce que moi, je suis un homme normal. Ouais, si tu me dis, tu veux être connu comme une star ou un dieu académique, ouais, je dis oui. Tu veux être riche, je dis oui, tu vois. Je suis un humain faible. Sinon, dans les suites de Tornado Cash, vous savez, le Trésor américain vient d'interdire Tornado Cash, et donc là, on commence à avoir les manifestations réelles. On savait pas qui étaient les développeurs historiquement, mais comme à chaque fois, on finit toujours par savoir. Et donc là, on a déjà donc en Hollande des développeurs de Tornado Cash qui viennent d'être arrêtés. Et donc voilà, on a quand même des manifestations très claires. En fait, c'était ça, c'était vraiment la grande question derrière la DeFi. Est-ce que la DeFi, c'est juste un protocole? Est-ce que c'est-à-dire juste un programme informatique, ou est-ce que derrière, il y a une équipe de développeurs? Et il y a toujours derrière une équipe de développeurs qu'on peut rendre responsable, en fait. C'est ça toute la question, en fait. C'est qui est responsable parce que ce sont des réseaux, hein. Ce sont des réseaux enregistrés sur des réseaux. C'est concrètement, les protocoles sont enregistrés sur Ethereum, sur Solana, sur tous les différentes
différentes blockchains. Et donc, à partir de là, une fois qu'ils sont lancés, une fois qu'ils sont déployés, ils appartiennent au réseau, c'est-à-dire au réseau des mineurs, des utilisateurs, des développeurs. Mais qui est responsable? Alors, est-ce que c'est tout le réseau ou est-ce que c'est ceux qui ont lancé le protocole? Eh bien, je pense qu'on va le savoir assez rapidement, mais a priori, évidemment, ça va être ceux qui ont déployé le protocole, qui l'ont conçu et qui l'ont déployé, qui l'entretiennent. Mais maintenant, c'est entretenu. La plupart de ces protocoles sont détenus et entretenus par des DAO. Et donc des Decentralized Autonomous Organization, et ça va m'intéresser de savoir comment eux ils vont justement aller s'en prendre juridiquement à des DAO qui sont aussi des programmes d'informatique, ce sont des réseaux. Et donc super intéressant. Je pense que je dis pas, je pose pas de jugement de valeur. En tout cas, on voit les réactions des différents protocoles à ce genre d'intervention. Et maintenant, je voulais parler du sauveur des cryptos. Je vous parle de Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried, un peu le génie de la crypto. Il est passé par le MIT. Il a fondé Alameda Research et FTX. FTX, c'est ce que vous connaissez sûrement. C'est un exchange majeur dans le monde de la crypto. Et lui, il dit en fait, FTX a la responsabilité de venir stopper, endiguer la chute des crypto-monnaies, de stopper la contagion, on va dire la contagion, parce que il y a eu la chute de Luna USDT qui a entraîné la chute de Celsius, qui a entraîné la chute de, je sais pas, enfin d'autres crypto-monnaies. Enfin, je schématise, il n'y a pas forcément de lien direct, mais c'est un peu ça l'idée. Plus quand il y a une brique centrale du monde de la crypto qui chute, ça entraîne la chute d'autres briques avec. Et lui, il dit, il faut qu'on sauve la crypto. Et d'ailleurs, FTX l'avait déjà fait par le passé quand un exchange japonais, je crois que c'était Liquid, qui s'était fait pirater. Et FTX est venu et a donné énormément d'argent pour que l'exchange continue de tourner. Et là, en fait, ça c'était hier où il a fait cette déclaration, Sam Bankman-Fried. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous annonce? Il nous annonce qu'ils viennent de sauver BlockFi. Donc BlockFi, c'est un concurrent de Celsius, donc c'est une plateforme où on dépose des crypto-monnaies, on a des taux d'intérêt assez élevés, c'est quelque chose de centralisé, c'est un peu comme une banque à laquelle vous confiez vos cryptos, et ils font un peu en mode boîte noire, vous savez pas exactement ce qu'ils font, mais ils vous offrent des intérêts de l'ordre de 3% sur le Bitcoin, 5% sur Solana, 10% sur Cardano, ça vous donne un peu un ordre d'idée, mais toutes ces plateformes sont vraiment à risque. Celsius a montré qu'ils peuvent bloquer du jour au lendemain l'ensemble des retraits. Et BlockFi, en fait, ils commençaient à manquer d'argent. Ils ont essayé de lever 100 millions de dollars auprès d'investisseurs à une valorisation beaucoup moins importante que celle qu'ils avaient il y a à peine quelques mois. A priori, ils n'auront pas réussi. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est obtenir ces 250 millions de dollars de lignes de crédit auprès de FTX. Ok, maintenant parlons de tout ceci. On a Caroline Ellison, la PDG, plutôt ancienne PDG d'Alameda Research, qui est en charge de l'une des plus grosses fraudes de l'histoire. Elle coopère désormais avec les États-Unis. Il semblerait alors que les États-Unis veuillent vraiment poursuivre Sam Bankman-Fried, seulement lui visiblement. Et Sam, soit dit en passant, il a été extradé vers les États-Unis dernièrement. Il est sous la juridiction des USA actuellement. Il ne peut plus s'en échapper. Il n'y a pas d'échappatoire. Il est enfermé aux États-Unis. Et Caroline Ellison, elle, est en train de le sacrifier encore un peu plus tous les jours. Bien sûr, il est certainement le plus responsable de ce qui s'est passé avec Alameda Research, FTX, etc. On a pu confirmer tout ceci avec les documents judiciaires qu'on a pu voir passer ici et là, mais elle n'est pas innocente non plus, certainement pas innocente du tout. Mais d'après cet article, ce qu'ils en disent, c'est que l'accord de plaidoyer, parce que le truc c'est qu'en fait elle s'est arrangée avec le ministère de la Justice aux États-Unis visiblement, et tout ce qu'elle avait à faire c'était d'acquitter la caution de 250 000 $, de remettre ses documents de voyage et de confisquer ses avoirs, ce qui est, qu'on se le dise, extrêmement doux comme sanction par rapport à ce que certains autres criminels avec des actions similaires auraient pu subir auparavant. Donc voilà, le PDG de BitMEX, Arthur Hayes, rappelez-vous, sa caution à lui était de 10 millions de $, et il n'a commis des délits aucunement aussi graves que ce qu'elle a infligé au monde des crypto-monnaies. Alors voilà, selon cet article, comme je vous le disais, cela l'acquitte de tout ce qu'on retenait contre elle, sauf les violations criminelles en rapport aux taxes, mais ceci à condition qu'elle coopère pleinement avec le bureau du procureur américain. Alors, je sais vraiment pas si c'est 100% correct, à prendre avec des pincettes encore une fois, ça me semble vraiment étrange qu'étant donné la gravité de ce pourquoi elle a été accusée et la gravité de cette fraude en général, le fait qu'elle s'en aille simplement en vendant la peau de Sam et en coopérant avec le bureau du procureur américain, franchement ça me paraît un peu gros, ça peut pas être vrai, enfin j'espère vraiment, on finira de toute façon par avoir toute la vérité les gars, mais c'est ce qu'on sait pour le moment.
On passe maintenant à la plus grosse actualité de la vidéo, donc c'est notre très cher SBF qui fait encore couler pas mal d'encre avec une libération sous caution contre 250 millions de dollars. L'information est tombée hier après-midi. Regardez, je vous montre la vidéo de sa libération. Hop, on va couper le son. Je pense que ça sera mieux comme ça. Voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement. Je sais pas si je vais tout vous mettre. Notre très cher SBF là, bien entouré. Qui a l'air plutôt tranquille, hein. Franchement, je sais pas s'il réalise ce qu'il a fait. Voilà, il se fait amener jusqu'à une voiture pour du coup se faire libérer sous caution. Voilà, on va pas regarder toute la vidéo non plus, ça suffit, on en a assez de lui. Donc du coup, comment cela s'est passé? En fait, ce qui a choqué la plupart des gens de l'écosystème crypto, c'est que lui avait déclaré qu'il ne lui restait que 100 000 $ de côté. Donc comment il peut sortir de 250 millions de dollars? Premièrement, grâce à ses parents qui apparemment ils ont une maison située en Californie estimée à 4 millions de dollars, donc ils auraient pu participer un petit peu à cette somme-là, mais on voit bien que le compte n'y est pas du tout, hein, 250 millions pour 4 millions, voilà, on est très loin. Et bien en fait, il y aurait deux inconnus. Alors ça peut être une personne ou des sociétés apparemment qui auraient donc fourni cet argent pour cette libération sous caution donc de SBF qui va être placé chez ses parents avec un bracelet électronique. Pour rappel, SBF est visé par 8 chefs d'accusation avec une peine pouvant s'élever jusqu'à 115 ans de prison. Et dernière petite info que je voulais vous communiquer, c'est que cette libération, dont le prix est complètement démesuré, a été qualifiée par les procureurs de la plus importante caution jamais versée avant un procès. Donc encore une fois, ça nous montre à quel point cette histoire est unique, complètement folle, et qu'avec de l'argent, on peut acheter beaucoup de choses. Ensuite, on a Zemmour, incroyable Zemmour au niveau de la politique, Éric Zemmour, qui va aller chez Ledger. Il y a Ledger qui a proposé, pourquoi pas, à différents personnes politiques de venir visiter Ledger. Alors Ledger, c'est du coup la petite clé USB que vous avez pour un adresse wallet pour sauvegarder vos cryptos. Et c'est une licorne française, c'est-à-dire que une licorne, si je ne me trompe pas, je crois c'est 1 milliard de capitalisation, mais je suis pas sûr, à surveiller. Et voilà, c'est une grosse entreprise qui est française et qui marche très très bien parce que au niveau mondial, Ledger c'est l'un des plus connus au niveau des hardware wallets. Et du coup, on a Éric Zemmour qui a répondu en disant « Cher Pascal Gauthier, j'accepte avec enthousiasme votre invitation chez Ledger pour discuter avec vous de la souveraineté numérique, la cybersécurité et les crypto-monnaies. Très très intéressant. » Alors moi personnellement, je m'en fous d'Éric Zemmour, c'est pas parce que je l'aime ou que je l'aime pas, j'ai pas d'avis dessus. Et que ce soit Macron, que ce soit je sais pas Le Pen ou Mélenchon, peu importe la personne politique et son bord de politique, je trouve ça intéressant moi qu'on ait des politiques qui s'intéressent aux cryptos parce que c'est un sujet qui est pas souvent abordé. La SEC, l'autorité des marchés financiers aux US, qui est en train d'enquêter. Ils sont en train d'enquêter sur Binance, sur la filiale de Binance aux États-Unis, donc Binance US. Pourquoi ils sont en train d'enquêter? Parce qu'ils ont un doute en fait sur quelque chose qui est en train de se passer sur Binance qui concerne en fait des filiales de Binance, des deux sociétés qui seraient des filiales de Binance, Sigma Chain et Meritpeak. Ça c'est des sociétés qui font du trading, c'est des sociétés de trading en fait qui sont sur Binance, qui font du market making. Donc pour ceux qui connaissent pas le market making, c'est des sociétés qui apportent en fait un peu de liquidité sur les marchés. En parlant de bull run, bad run et de la perte d'argent surtout, il y a 15 investisseurs qui sont liés pour attaquer Binance. Voilà, il y en a avoir 3 de plus. Oui, plus 3. Vu qu'on a commencé à lire cette news, on s'est dit mais putain, je savais pas que c'était possible ça. Alors ils sont ligués contre Binance. Pourquoi les gars? Parce que Binance, ils sont pas gentils. Ils ont fait la promotion des rendements de Luna sur Binance. Après, allegedly, on ne sait pas. C'est ce qu'ils me disent dans l'article. Ils auraient fait la promotion des rendements de Luna avant d'avoir le PSAN. J'ai cru comprendre qu'en fait c'est même plus large que ça. Le collectif dit que Binance a simplement fait la promotion de ses services, donc pas forcément que du Luna, mais de ce service en général, en France, à travers des groupes qui s'appelaient Binance French, Binance ci, Binance ça. Ils sont en train de se baser sur ce biais-là pour essayer d'attaquer Binance. Ils essayent de rester aussi le plus large possible pour avoir, on va dire, le jugement le plus favorable ou d'essayer d'avoir dans toute cette masse qu'ils mettent en avant, le truc qui leur permettra un chef d'inculpation qui tienne la route quoi, et que tout soit pas débouté. Donc entre le recel d'escroquerie, des pratiques commerciales trompeuses et j'en passe et des meilleurs, il y en a bien un chef d'inculpation qui va tenir quoi. Mais si on crée un groupe Telegram, le Binance du coin et qu'on dit de la merde dessus, ça va pas être de la faute de Binance. Alors ça, David, encore une fois, ce n'est pas de ton ressort, c'est du ressort de la justice. Donc ce chef d'inculpation qu'ils mettent en avant,
Ce n'est pas à toi de le juger. Hein, tu n'es pas juge. Hein, tu vas laisser un peu ce collectif d'investisseurs avoir sa chance. Est-ce qu'ils savent, les 20, que Binance, il a perdu 1 milliard avec l'histoire de Luna et du UST? Ils savent ça ou je crois qu'ils en ont un peu rien à foutre, en fait. Ils sont juste en train de se dire, les gars, nous, on a perdu combien? On a perdu 2,5 millions. Ouais, on va essayer de récupérer une partie de ça. Je pense que dans leur mindset, c'est ça. Ils sont pas en train de se dire, mais tout, regarde, même Binance, regarde-moi cette multinationale, elle a perdu de l'argent quand même. Non, on va rien faire, non. Écoute, on va se greffer à l'opération, et puis on va essayer de gratter ce qu'il y a à gratter, et puis fin, on va pas se prendre la tête. Hein. Revendications, actions collectives, mouvements sociaux, manifestations, boycotts, occupation d'immeubles et blocage des routes, grèves, révoltes, émeutes et barricades, affrontements avec les forces de l'ordre, guerre civile, révolution. Depuis que l'humanité l'a intégralement colonisée, notre planète est régulièrement agitée de frissons au gré des conflits et des mouvements populaires contestataires, mais ces dernières années, ils se font de plus en plus nombreux dans le monde. Les observateurs de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, comme ceux du World Happiness Report, qui mesure le taux de bonheur mondial, savent que ces mouvements vont se multiplier. Spectaculaires, inattendus et disruptifs, leur fréquence et leur ampleur ne vont qu'augmenter, et le pire est à venir avec les difficultés et les défis mondiaux qui nous attendent ces 10 prochaines années. Liban, Algérie, Haïti, Soudan, Canada, Belgique, France, Équateur, Irak, Bolivie, Hong Kong, Ukraine, Maroc, Iran, Sri Lanka et même les États-Unis, depuis 2018, les contestations populaires touchent toutes les régions du monde et des pays aux profils économiques très différents. La liste est si longue qu'on dit que l'humanité est entrée dans une nouvelle ère, celle du soulèvement. Je me suis penchée sur ce phénomène mis en pause pendant la crise sanitaire et qui s'est réactivé à la sortie des confinements, plus puissant, plus visible et plus répandu que jamais. N'ayons aucune illusion, nous traversons une mer agitée. Un hiver de mécontentement mondial se profile à l'horizon. La crise du coût de la vie sévit, la confiance s'effondre, les inégalités explosent et notre planète brûle. Les gens souffrent, les plus vulnérables souffrant le plus. On assiste depuis à une sorte de convergence de toutes les luttes mondiales, et alors que les déclencheurs sont souvent très différents, les causes, les évolutions et les réponses apportées par les autorités aussi, il se dégage une sorte de ligne directrice commune. Peut-on expliquer ça? Et comment cela va-t-il évoluer? On dépend de la monnaie fiat. Notre système ne nous permet pas encore de passer complètement sur de la crypto. Que ce soit pour recevoir un salaire ou pour payer ses impôts, en France et dans la grande majorité des pays, on doit passer par du fiat pour faire des transactions. Il y a donc des personnes qui n'attendent que ça, de pouvoir payer leur jeans en bitcoin, et d'autres qui, au contraire, n'y voient aucun intérêt. Honnêtement, je doute qu'un jour le monde puisse se passer complètement de la monnaie fiat. Et il faut être ok avec ça, même si c'était le plus gros crypto-flux de l'univers. Parce que nous, ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas d'imposer la crypto-monnaie et de recruter un maximum de fidèles comme le ferait une putain de secte, mais de proposer une alternative à la monnaie fiat. Ça doit rester un choix pour tout le monde. On a donc besoin des deux monnaies pour répondre à deux besoins différents. Et même pour certains cryptophiles, payer quoi que ce soit en crypto-monnaie, c'est juste inenvisageable. Parce que dans cet écosystème, on peut retrouver deux types de personnes. L'investisseur qui veut se créer un véritable patrimoine, qui voit le bitcoin comme de l'or numérique et qui cherche à en accumuler le plus possible pour se créer un énorme capital. Donc l'investisseur, tu peux être sûr qu'il a pas de carte crypto dans sa poche, lui. Et de l'autre côté, il y a le trader qui lui cherche à se créer un salaire tous les mois grâce à la spéculation. Il mange littéralement sur ses gains en crypto-monnaie. Forcément que ça l'arrange de payer ce qu'il veut en crypto. Surtout que la blockchain permet d'effectuer des transactions beaucoup plus rapidement que le système Swift et à moindre coût. Sauf quand tu t'appelles Ethereum en plein bull run. On est rentré quand même sur, comme tu as dit, sur les cryptos parce que les banques pouvaient bloquer nos assets, les banques faisaient ce qu'elles veulent avec notre argent. Je vous ai partagé une news, on l'a peut-être pas dans le Trello, mais c'est pas grave, on va quand même en parler. Cette Libanaise qui a braqué une banque pour récupérer son argent, elle voulait payer les soins de sa sœur ou de quelqu'un d'un membre de sa famille. Et c'est pareil, c'est une banque qui l'empêche tout simplement de retirer son argent. Et on se retrouve maintenant dans les cryptos avec des entités qui ressemblent à des banques qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec nos cryptos. Moïd, apparemment, la meuf, c'est déjà la 3e ou la 4e qui braque sa banque. Ouais, mais j'ai l'impression que là-bas, maintenant, pour récupérer ton oseille, tu dois braquer. Faut venir armé. Faut venir armé. Si tu viens avec juste ta carte d'identité et ton passeport pour prouver ton identité, ça marche pas. Là, maintenant, pour retirer de l'argent libo, faut venir avec un Glock. On vous mettra l'article, je vous invite à le lire. C'est nos voisins, donc c'est pas quelque chose qui ne peut pas arriver en Europe. Là, on parle justement de chamboulement, de monde de demain, de sobriété. C'est arrivé en Grèce il n'y a pas si longtemps, c'est arrivé à Chypre il n'y a pas si longtemps. Faut pas oublier, hein. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont amenés à la revivre. On arrive dans un monde d'ici les 10-15 années à venir où c'est pas le plus fort qui va survivre, c'est celui qui s'adapte le plus rapidement.
comment a commencé MiCA? D'abord, c'est la Commission européenne qui a consulté le secteur pour savoir, bon, j'aimerais bien faire une réglementation des marchés de cryptoactifs, j'ai plein de questions. Voici mes questions, quelles sont vos réponses pour m'aider? Ça, c'était 2019-2020. Le temps de dépioter les réponses, septembre 2020, la Commission européenne propose un projet MiCA, vraiment le premier projet de réglementation Markets in Crypto Assets, également en phase de consultation du secteur, où on peut dire, le régime des stablecoins, ça semble quand même super strict. La liste des PSAN, oui, c'est cohérent avec le fonctionnement du marché, etc. À ce moment-là, les autres institutions européennes, Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, se saisissent de la proposition de la Commission européenne, font leur amendement en disant oui, ça aussi c'est bien, ça c'est moins bien, proposent leur version, ce qu'on appelle le texte de compromis. Donc il y a le texte de compromis du Parlement européen, le texte de compromis du Conseil de l'Union européenne. Donc on se retrouve avec 3 textes à ce moment-là, Commission européenne, Conseil, Parlement. Les 3 institutions se mettent autour de la table et c'est là que commencent les trilogues. Parce qu'il y a 3 versions de MiCA et il faut aboutir qu'à une seule. Donc le trilogue concernant MiCA s'est terminé donc en juin, au moment, et c'est pour ça qu'on a parlé d'un accord politique, au moment où les institutions européennes sont mis d'accord sur, grosso modo, qu'est-ce que serait MiCA. Mais à ce moment-là, on n'avait toujours pas le texte drafté. On avait les grandes lignes. On savait que la DeFi serait exemptée, que les NFT ne seraient pas par principe dans MiCA, que le régime des stablecoins serait abominable. Bon, en gros, c'était ça. On va creuser tous ces sujets après, voilà. Mais au moins, tu avais ces grandes lignes-là. Okay. On a la vision politique en juin 2022 de ce que serait MiCA, c'est-à-dire les institutions européennes sont mis d'accord. Ils ont continué à travailler. Donc là, on était plus sur des échanges techniques pendant l'été, mais qui avaient déjà commencé avant avec les discussions politiques. Le but, c'est que maintenant, on est en train d'adopter MiCA. Il y a eu une première phase d'adoption par le Conseil de l'Union européenne et par une des commissions du Parlement européen, la commission Econ. Maintenant, il faut présenter en plénière du Parlement européen et au Conseil. C'est la grande salle qu'on voit avec tous les députés. Okay. Voilà. Souvent vide, mais c'est l'étape finale. Voilà. Là, on aura l'adoption définitive. Quand c'est adopté définitivement... Et ça n'a pas encore eu lieu. Il n'y a pas eu encore le vote en salle plénière de MiCA. Non. A priori, mais normalement, on ne retouche plus le texte. C'est ça qui doit être voté. Exactement. Qu'est-ce qui se passe si c'est rejeté, si c'est pas voté? Alors, il faut retravailler. Ensuite, il y a peu de chances que ça arrive. Parce que justement, par rapport au process, le trilogue qui a eu lieu, justement, c'était pour se mettre d'accord. Ensuite, c'est l'adoption. Si la vision politique est bien traduite techniquement dans le texte qui est adopté, il y a très très peu de chances que ça se passe. Est-ce que les événements FTX, Terra Luna et Tutti Quanti pourraient du coup inciter les députés à dire non, en fait, on rejette celui-là et on repart parce qu'on veut quelque chose de plus contraignant? Encore une fois, à part quelques parlementaires européens que l'on connaît un peu sceptiques sur le sujet, ceux qui se sont exprimés ont plutôt rappelé que MiCA était un cadre tout à fait adapté et suffisant. Les marchés financiers mondiaux ont beau être sans dessus-dessous, secoués par la guerre en Europe, par les tensions entre la Chine et les États-Unis, par un ralentissement économique mondial et une inflation galopante combattue à coups de hausse des taux par les banques centrales, il y en a quand même qui continuent d'investir envers et contre tout. Depuis l'été dernier, il s'est passé beaucoup de choses sur les portefeuilles de nos vedettes de Wall Street. Warren Buffett et Michael Burry viennent encore de faire parler d'eux avec de nouveaux investissements et en faisant preuve d'un comportement surprenant, pendant que BlackRock, Bridgewater et d'autres grands fonds américains ont aussi réalisé plusieurs opérations de grande ampleur. L'étude des derniers mouvements sur les portefeuilles des super investors est un bon moyen de dégager quelques indices bien utiles pour savoir où placer son argent en ces temps incertains. Intelligent. Pour permettre des fonctions de politique ciblées, par exemple les prestations sociales, par exemple les coupons de consommation, par exemple les coupons alimentaires, grâce au CBDC programmé, cet argent peut être ciblé avec précision pour qu'un type de personne seulement puisse les détenir et pour un type seulement d'utilisation. Par exemple, cet argent peut être seulement pour la nourriture. Ainsi, cette programmabilité potentielle peut aider les agences gouvernementales à cibler précisément leur soutien aux personnes qui en ont besoin. Ainsi, cela peut également améliorer l'inclusion énergétique. Bien sûr, je veux terminer par une mise en garde, parce que le CBDC n'est pas la panacée.
Le CBDC ne peut pas résoudre tous les défis de l'inclusion financière. Certains aspects de l'inclusion financière ne sont pas liés à la technologie. Par exemple, l'éducation financière et l'éducation numérique. Le CBDC doit donc travailler avec d'autres politiques pour essayer d'améliorer l'inclusion financière. Je m'arrête ici. On vient d'entendre les propos de Bo Li, numéro 2 du FMI. Parlons des CBDC. Donc, premièrement, si vous le saviez pas, qu'est-ce que c'est les CBDC? Ben, c'est l'avenir de notre monnaie. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? C'est les devises digitales des banques centrales, donc natives des banques centrales. Donc, si vous le saviez pas, on s'en va vers un nouveau système monétaire où est-ce que toutes les devises qu'on va utiliser vont être directement créées par des banques centrales. Ces devises-là vont être sur des blockchains avec permission. Donc, si une banque centrale décide qu'elle ne vous aime pas, ben, elle peut vous couper complètement du système bancaire. Aussi, ces blockchains-là ne seront pas anonymes, donc ça va être impossible de faire des transactions anonymes. Chacune de nos transactions va être tracée à la lettre. Et bien sûr, les banques centrales pourront se prendre une petite commission à chaque transaction qu'on va faire. N'est-ce pas merveilleux? Donc, ceci s'en vient pour nous. Comme on voit ici sur la map, pas mal tous les plus gros pays du monde sont en train de développer leur propre CBDC. Ce n'est qu'une question de temps, là. D'ici 5 à 10 ans, probablement que tous les pays du monde qui ont une banque centrale vont avoir leur devise qui vient des banques centrales directement. Et là, vous vous dites, mais Paul, c'est impossible que les gens acceptent d'avoir des devises directement créées par les banques centrales et qui se prennent une cote sur chacune de nos transactions. Eh bien, je vais vous expliquer comment le processus va se faire. Ça va se faire sur quelques années et on va commencer par parler de l'application que je vous ai parlé dans une dernière vidéo, l'application FedNow, qui vient d'être lancée, qui va permettre des transferts interbancaires 7 jours sur 7 pour toutes les entreprises, 24 heures sur 24, ce qui est révolutionnaire par rapport au système bancaire actuellement. Ce sera pas sur une blockchain, ça va être une application et bien sûr la Fed va contrôler tout ça. La Fed qui est la Banque centrale américaine. Donc, chacune des transactions qui vont être faites sur l'application FedNow, bien sûr, vont donner une commission à la Fed. Et pourquoi les gens utiliseraient l'application FedNow? Ben, tout simplement parce que les transactions vont être plus faciles entre les institutions, entre les banques, que c'est actuellement avec les systèmes en place. Donc, juste cette amélioration-là va faire en sorte que plusieurs personnes vont utiliser l'application FedNow qui risque par la suite de transférer vers des CBDC. Donc, l'application FedNow est le prélude au CBDC, aux États-Unis du moins. A lot of people have told us that we should have readopted El Colón, which used to be our currency up until 2001. Instead of the US dollar, people were using colones. However, that would have been going into the past. We wanted to go into the future, and the future means cryptocurrencies, especially Bitcoin. And it was a no-brainer, I think, for the president to think that with the adoption of Bitcoin, he could have done many things, including the bonds, the volcano bonds that he's working on, and so many other things, allowing people who are unbanked, that don't have a bank account, that basically that translates into about 70% of Salvadorians, allowing them to have access to digital money, to not only do transactions with Bitcoin, but also to save and to invest. And I think that's a game changer for any country. Plusieurs journalistes ont posé la question à la fin de son discours, mais c'est quand le pivot de la Fed? À quel moment est-ce qu'il va envisager de baisser les taux directeurs? Eh bien, il a répondu « Wow, on se calme là. Déjà, c'est pas au programme. Et deuxio, pour le moment, on va d'abord lutter contre l'inflation. Si tu veux bien en faire un objectif après l'autre, c'est déjà pas mal. Et à sa décharge, il a été clair et il n'est pas tourné autour du pot. Putain, mais c'est pas possible, j'ai un problème de français. Il n'a pas tourné autour du pot. Bon, ça va être dur pour l'économie, mais il va y aller encore. Et à ce stade d'ailleurs, il n'y a pas d'accalmie sur le taux à 10 ans qui reste perché au plafond. Alors tu t'en doutes que le chiffre d'inflation qui est ressorti la veille, légèrement meilleur que prévu, ça a été vite oublié. Allez hop, ça dégage. Déjà parce que le marché n'aime pas l'incertitude. Bah oui, l'ampleur de la récession qu'il va y avoir, pour le moment personne n'a l'info. Et forcément, deuxièmement, le marché aime quand même rarement les mauvaises nouvelles. Et comme je l'ai dit la semaine dernière dans le débrief hebdo, tu sais, ce fameux croisement des taux courts avec les taux longs, ça a toujours précédé une récession. C'est QFD.
Il y a un directeur de banque centrale qui arrive et il dit je vais tous vous coller au chômage, j'en ai rien à faire parce que ma priorité c'est l'inflation. Donc il décide de détruire une partie de l'économie pour dire il y a trop de... Enfin, ça peut choquer ça. Tu sais que ça peut choquer quand on entend ça en disant il y a un banquier qui arrive en disant toi au chôme du... bien chez sûr, toi. Mais c'est son mandat. Hein. C'est son mandat. Il a été nommé pour ça. Il a été nommé pour... conserver la valeur de la monnaie. Bon, il a un double mandat, généralement. Donc, c'est que s'occuper aussi du plein emploi, la croissance. Bon, donc là, il est un peu pris entre deux mandats. Mais on sait très bien que quand on a deux mandats, si les deux mandats sont compatibles, ça va très bien. Mais le jour où les deux mandats sont pas compatibles, il faut faire un choix. Et là, il a fait clairement le choix de contrer l'inflation. Mais il a fait ce choix, qui est un choix, c'est là où il y a une différence avec la BCE, c'est qu'il a fait ce choix parce que le niveau de chômage est très bas aux États-Unis, que l'activité est très forte, les États-Unis sont autosuffisants en énergie. Donc, il n'a pas de problème fondamental et qui s'est dit, je vais arbitrer le court terme et le moyen terme. C'est-à-dire que si je ne fais rien, je vais avoir une activité atone, voire en récession, de façon prolongée, parce que l'inflation, ça détruit de façon prolongée l'activité. Il a dit, non, je préfère qu'on aille en récession, un coup sec, j'arrête tout et on repart de plus belle. Donc, en fait, il a eu une attitude qui est dans son mandat. Mais il l'a affirmé extraordinairement clairement. Il l'annonçait déjà dans les mois précédents. Mais on se disait, oui, mais enfin, il bluffe. Est-ce qu'il vraiment il va oser? Là, il a dit, aucun problème, j'y vais, quoi. Aujourd'hui, nous avons en Europe un problème de quantité d'énergie. C'est pour choisir qui aura accès à l'énergie disponible et qui n'en aura pas que les prix montent. Le problème, c'est que la hausse des prix de l'énergie entraîne en cascade et avec un temps de retard, une hausse de tous les prix. Et c'est là que l'inflation se manifeste, d'autant plus brutalement que le système économique est débordant d'argent qui a été imprimé depuis 2008. C'est pour cette raison que Jérôme Powell a décidé de vous mettre au chômage. En montant les taux, il coupe le refinancement aux entreprises les plus fragiles qui seront contraintes de licencier et ou de faire faillite. Une fois ces entreprises éliminées et votre emploi avec, il y aura moins de demandes pour acheter de l'énergie, donc les prix baisseront. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est le gouverneur de la Banque centrale américaine qui a ce pouvoir de vous mettre au chômage en Europe, rappelez-vous que, pour faire court, le dollar c'est leur monnaie mais notre problème. Et en France, est-ce que ça va mieux en France? Bien, figurez-vous que le nombre de transactions immobilières est également en chute libre depuis le milieu de l'été. Le nombre de crédits accordés est en chute de moins 35%, mais ça, ce n'est qu'une moyenne, car à l'instant où j'enregistre, on peut dire carrément que le nombre de crédits accordés, là par exemple cette semaine du 15 au 21 octobre, c'est carrément zéro. Les taux remontent au-delà des 3% sur le 10 ans. Les taux sur 20 ans progressent maintenant au-delà des 2,25. Vous rajoutez le coût de l'assurance, vous rajoutez les frais habituels et on excède déjà largement les 3,05 qui constituent le nouveau plafond du fameux taux d'usure. Donc on est en train d'assister à un coup d'arrêt dans le secteur immobilier aussi brutal qu'en avril-mai 2020, mais c'est même encore pire, car à l'époque les taux étaient à zéro. On venait de les abaisser à zéro. Donc il y avait de la demande de crédit, même s'il y avait peu de visites puisque tout le monde était confiné. Il y avait quand même des gens qui soumettaient par ordinateur une petite requête pour savoir s'ils pourraient pas acheter un logement, le financer dès qu'on pourra recommencer à visiter. Là, c'est carrément un effondrement des demandes et c'est surtout un effondrement quasi complet des demandes de prêts accordés. Alors il y a eu une toute petite embellie au début du mois d'octobre, juste après le relèvement du taux d'usure, et puis très rapidement, ça a complètement coincé. Voilà. Et là, même si je n'anticipe pas un effondrement des prix en France, comme on l'observe aux États-Unis, ça veut dire quand même que des gens qui auraient besoin de monétiser leur immobilier ne pourront pas le faire. Et c'est même pas une question de prix. Vous pouvez toujours baisser, ça ne changera rien au fait que de toute façon, on ne peut pas emprunter avec un taux global inférieur à 3%. Donc c'est pas une question de prix du tout. Mais l'effet pour notre économie sera terrible. Parce que s'il ne se vend plus rien, la construction va s'arrêter.
tous les métiers annexes, tout ce qu'on appelle des corps de métiers bâtiments, vont peut-être devoir commencer à licencier massivement avant la fin de l'année. Comme le témoigne cet article dans Coin Tribune, je vous laisserai également le lien en description, investir dans le Bitcoin avant l'effondrement du dollar. Il pose la question. Robert Kiyosaki est un homme d'affaires prospère, un investisseur et un auteur à succès. C'est également un conférencier motivateur. Il est également particulièrement connu pour son livre Père riche, Père pauvre, une œuvre sur les finances personnelles, un best-seller même. Cet expert en finance et adepte des cryptos recommande aux investisseurs d'investir dans le Bitcoin pendant que la valeur du dollar continue de grimper. Après, dit-il, ce sera trop tard puisque le dollar va cracher. Ce sera pour janvier 2023. Alors personnellement, je ne crois quand même pas à cette prédiction. Il avertit les investisseurs que ce krach aura des impacts sur le Bitcoin et les métaux précieux. La politique monétaire de la Fed serait à l'origine de cet événement, qu'il qualifie de cataclysme financier. Robert Kiyosaki a toujours maintenu une position claire par rapport à la Fed. Il ne lui fait pas confiance, raison pour laquelle il préfère être partisan des classes d'actifs que la Fed ne peut influencer directement. Parmi ces actifs, il cite le Bitcoin, qu'il considère comme le vrai. Le dollar américain, dit-il, est une fausse monnaie. Ce n'est pour ainsi dire qu'une reconnaissance de dette géante. Le mieux serait d'investir dans le Bitcoin, comme le fait le système des fonds de pension publics américains. Aux États-Unis, ces investisseurs institutionnels seraient devenus de grands utilisateurs de crypto-monnaies. Les fonds de retraite parrainés par le gouvernement sont les plus susceptibles d'être investis dans les actifs cryptographiques. Ces conclusions émanent d'une récente étude menée par la CFA Institute, une association de professionnels de l'investissement. Robert Kiyosaki prévoit une crise financière sans précédent, face à quoi, voici son conseil. Il vaut mieux investir son argent que l'épargner, dit-il. Le Bitcoin et les crypto-monnaies en général se présentent comme une excellente opportunité d'investissement. Il y a néanmoins une règle d'or à respecter. Il ne faut investir que ce qu'on peut se permettre de perdre. DXY, donc la valeur entre guillemets du dollar par rapport aux autres monnaies fiduciaires, compte en hors inflation, si vous voulez, hors inflation. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça? J'avais partagé d'ailleurs sur Twitter. On le reprend ensemble. À chaque fois, on vient chercher en fait des premiers arrêts. Ici, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt. Donc, on voit bien que la valeur, la réelle valeur du dollar, donc le billet vert tel qu'on le connaît, en réalité a perdu près de 99% de sa valeur depuis sa création. Il n'y a pas de problème avec ça c'est clairement dû à l'impression monétaire, à la suppression de l'étalon or, notamment en 73, qui n'a pas arrangé le truc, évidemment, mais ça reste la monnaie internationale, et elle se dévalue en réalité jour après jour, et le vrai narratif, voilà, si vous voulez, le vrai narratif du dollar, c'est les bas-fonds du désespoir. Si vous prenez en fait des chartes en mensuel par rapport à Bitcoin, c'est les sommets, c'est la lune. En réalité, il y a deux mondes qui s'affrontent, il y a deux idéologies qui s'affrontent. Soit la monnaie de singe, comme on peut l'appeler, comme beaucoup l'appellent, et que ce soit l'euro, le franc, en fait, toutes les monnaies aujourd'hui qui sont gérées par un organe de contrôle qui décide de l'imprimer ou de pas l'imprimer, à un moment donné, bien évidemment que ça peut pas marcher. Il y a aucun, entre guillemets, collatéral, malgré que ça représente, mais c'est sa représentativité psychologique, que ce soit en fait une réelle valeur économique et marchande par rapport à votre billet vert, c'est juste une guise de confiance. C'est juste qu'on vous vend un poulet et le mec en face, il est d'accord pour récupérer votre billet. Et la réelle valeur, elle est que là. C'est une valeur de confiance. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est un peu moins ça, puisqu'en réalité, il y a que 3% de la population qui en détient, donc l'adoption n'est pas encore là. Et on peut partir du principe que ça pourra demain être une valeur refuge par excellence. En tout cas, c'est ce que je joue et c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je vous parle quotidiennement sur les rois du Bitcoin. Donc on reprend par rapport à cette petite fractale, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, et vous avez compris l'histoire. On va chercher le premier arrêt, Sigma dit, c'est Chirurgical Hermès. Bingo. Est-ce qu'on n'aurait pas un top, entre guillemets, caché sur le DXY? La question reste ouverte. La question reste ouverte. Ça prendrait pas mal de monde de cours, entre guillemets, puisqu'on avait quand même des objectifs, plutôt les 118, 121. Et en réalité, beaucoup, je pense, beaucoup penseront, si on commence à avoir des structures un peu comme ça, par exemple, des trucs comme ça, dire, mais non, c'est pas normal, on doit aller ici. C'est ici que le dollar, on a tous dit que c'était les 118, les 121, les 120, les 125, les 100 machins. Peut-être un top provisoire, caché, qu'on a découvert juste après sur le DXY hors inflation. Voilà pour ça. C'est sûr que les prochaines années, je pense qu'il va y avoir une transition, un équilibre. Ça a toujours existé dans l'économie, là, dans le passé. On va avoir probablement un équilibre à faire à ce niveau-là, parce que
c'est si on peut pas réimprimer actuellement, puisque l'impression c'est inflationniste. Donc, et comme l'inflation est déjà élevée, on peut pas imprimer et monter l'inflation à 20-30%. Enfin, ça c'est pas possible. Donc du coup, en fait, on est un peu dans un cercle où le temps va stabiliser les choses probablement, et c'est vrai qu'une récession, ça pourrait peut-être effectivement un petit peu rééquilibrer temporairement les choses, puisque ça redescendrait l'inflation, on pourrait relancer la croissance. Le seul hic, c'est que si on relance encore avec des impressions, ça risque encore de créer de l'inflation. Donc c'est pour ça qu'on est les prochaines années sur un cercle un peu vicieux, je dirais. Et puis aussi, on a besoin d'inflation pour éliminer la dette. Dans le sens où une inflation élevée, ça c'est bon en ce moment pour la Fed pour sa dette, puisque le taux d'inflation est supérieur au taux directeur, ce qui fait que pour eux ça les aide aussi un petit peu à diminuer la dette à ce niveau-là. Et pendant ce temps, on a Zoltan Possar, un analyste chez Crédit Suisse, qui annonce que nous voyons actuellement la naissance d'un nouvel ordre monétaire international. Et en gros, dans ses déclarations, il explique que la situation actuelle entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que les sanctions économiques, finiront par affaiblir la position du dollar comme la monnaie de référence internationale, et cela mènera à une plus grande inflation dans l'Ouest. Et il conclut ses déclarations par une note où il s'attend à ce que le Bitcoin profite de cette situation, à la condition qu'il existe encore. Vincent Kahn qui nous met en avant en échelle weekly ici l'épaule tête-épaule que beaucoup ont identifié. Donc si jamais elle trouvait sa résolution, on viendrait entre 24 et 26 000 $. Donc vraiment là, ça serait le bear market, le vrai bear market. À voir si ce scénario peut se réaliser. Mais c'est clair qu'à ce jour, ça n'est pas quelque chose à sous-estimer. Autant je croise les doigts, je touche du bois, je fais des prières tous les matins pour qu'on tienne les 40-42. Autant si on se redirige un jour vers les 30 000 $, je pense qu'effectivement, on ira sous les 30 000 $. Mais justement, parce qu'on vient de perdre un lot, parce que les signaux techniques sont dégueulasses, et que bientôt, tout le monde s'entendra pour dire, c'est le bear market, il pourrait y avoir de l'espoir. Hein. C'est quand les gens sont fearful qu'on est greedy, et greedy quand ils sont fearful. Donc, pour l'instant, je vois pas d'urgence de se poser dedans, parce que macroéconomiquement, on n'a que de la merde devant nous. On a les augmentations de taux d'intérêt, et il y a le Nasdaq qui dit oui, on est d'accord. On est d'accord, ça pue. Et boum, c'est violent. Hein. Retournement immédiat. Et là, ça fait 3 semaines qu'on est dans le bleu. D'accord? Donc là, on est sur une résistance, donc en l'occurrence le haut du nuage, la SSA, et on a plusieurs TP si on continue cette dynamique haussière. Donc on a le TP1 ici, le long de la King jaune, encore la King jaune, et ensuite la King jaune en elle-même, donc la King jaune actuelle. Donc là, si déjà on clôture au-dessus du nuage, on a une belle confirmation pour aller chercher les 2 TP ici. Et ensuite on verra. Il faut y aller étape par étape. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la grosse purge ici, où on descend très bas, on brise même la SSB, mais on rebondit parfaitement ici grâce à la Lagenspan et la King jaune. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en janvier, avec le weekly, on a des hauts de plus en plus hauts et on a des bas de plus en plus bas. Donc je ne peux pas encore, à ce stade, envisager un bear market. J'ai un scénario. Comme il manque une pattern, j'envisage ce type de scénario. Une épaule, tête, épaule droite, et enfin on repart. Donc, je pense que le marché devrait prendre son temps sous les 45 500 $, revenir tester les 40-41, et ensuite repartir. Invalidation totale, invalidation définitive de ce scénario en cas de réintégration des 40 000. Si le marché recasse les 40 000, c'est la certitude d'aller à 25 000. La certitude, enfin, n'exagérons pas, un bon 99,9%. Donc, c'est tout l'enjeu de la semaine. Démontrer le rôle de support des 41 000 $. Seasonax, qui est un outil gratuit, en tout cas pour Bitcoin et Ethereum, vous pouvez consulter. Saisonnalité, elle est plutôt bonne en avril-mai, c'est une bonne période, y compris en bear market. Personnellement, ça fait longtemps que je vise ça pour éventuellement faire mon play, qui serait probablement le play de l'année, hein, si on est en mode purge, continuation de la purge après.
Mais voilà, c'est pas évident quand on est novice de se dire le concept que la majorité a tort, c'est pas forcément acceptable. J'imagine aussi que mon opinion doit en faire grincer des dents. Parce que voilà, quoi, tu oses être bear après toutes ces descentes déjà? Bah ouais. Maintenant, prenons un peu de recul avec le mensuel. J'ai neutralisé 4 supports. Le premier correspond à la mèche de l'ancien ATH des 20K. Vous remarquerez ici qu'on a clôturé parfaitement sur ce niveau de prix et qu'ensuite on a travaillé ce support pendant au moins 5 mois. Le deuxième s'accorde à la clôture de l'ancien ATH en mensuel mais aussi en trimestriel. Le troisième est ni plus ni moins que le long plat constitué par la Kijun en mensuel. Bon, j'ai affiché le quatrième pour vous montrer à quel point il a été pertinent toute l'année 2018, mais y compris ici avec cette touchette et la clôture parfaite sur ce niveau de prix lors du flash crash de mars 2020, mais je serais le premier étonné de revoir un BTC à 4 chiffres. Je pense que ce serait déjà dingue si on touche la barre symbolique des 10 000 $. Prenons encore un peu plus de recul avec le trimestriel. Ce qui m'intéresse, c'est cette clôture ici à 14 000 $ que nous avons également identifié sur le mensuel. Comme vous pouvez le remarquer, on est venu tester ce prix, donc idem sur le mensuel, notamment les 10 000 $ que nous pouvons retrouver ici sur la Kijun qui a été brisée. Regardez, on a eu un signal, j'ai oublié de mettre une pastille verte ici, on a eu un signal haussier quand on a brisé donc ce niveau de prix. Et ensuite, regardez, on a travaillé le haut du cubo, donc la SSA, pour ensuite aller chercher cette résistance. Donc sur le trimestriel, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'identifier d'autres zones de prix, ou plutôt de consolider certains supports ou résistances que j'ai identifiés sur le mensuel. Et comme vous pouvez le remarquer, ici, on a donc cette zone entre 10 et 14K, entre 14 et 19, donc on a plus d'espace sur le trimestriel, donc on peut se dire que on n'a pas, en tout cas, de support ou résistance intermédiaire entre 14 et 20K, grosso modo, sur le trimestriel. N'oubliez pas que plus on prend du recul avec les unités de temps, plus c'est efficace. Ichimoku, il est bear depuis tout le temps. Ichimoku, il faut pas hésiter, sauf en monthly. Monthly, il faut pas l'interpréter. C'est une time frame beaucoup trop grande, mais il est bear quelle que soit la time frame. Que ça soit en daily, il est bear. D'ailleurs, ici, je vais vous mettre ça, comme ça, vous voyez également les noms que je vais donner. La Chikuspan, la Ginspan, donc qui est indiqué ici, Chikuspan, et moi je dis la Ginspan. J'ai du coup mis les deux comme ça, et bien tout le monde se comprend. La Chikuspan, la Ginspan, pardon, elle est sous le cours, elle est sous la SSB, sous la Tenkan, elle est en dessous de tout. C'est bear, d'accord? Ça, c'est un signal bear. La Tenkan est au-dessus du cours. Donc, la ligne, la Kijun, pardon. Tenkan, c'est autre chose. D'ailleurs, je l'ai même pas mis à l'écran, pardon. La Kijun, pardon, la rose ici, elle est au-dessus du cours, c'est bear. Le cours est en dessous de la Kijun, c'est bear. La SSB est au-dessus du cours, au-dessus de la Kijun, au-dessus. Bref, la SSB, elle est au-dessus de tout, c'est bear. On a un nuage rouge ici, vous voyez bien, c'est bear. Tout est bear en daily. Et ce, dans toutes les time frames. Je vous ai fait le daily pour montrer, mais on va passer en weekly pour montrer notre time frame. Ici, on le voit, la Ginspan également, Chikuspan sous le cours, c'est bear. SSB, etc. Hein, tout compris. Hein. La Ginspan est en tout, point barre, c'est bear. Le cours est bel et bien en dessous de la Kijun, c'est bear. Le nuage rouge, il est là, c'est bear. La SSB au-dessus de tout, c'est bear. Bref, en gros, c'est bear. Que ça soit en daily, que ça soit en 5 jours, que ça soit en 3 jours, que ça soit en weekly. Et plus on va monter, sauf en monthly, mais plus on va monter finalement, eh bien, dans les time frames, et au plus il y aura une latence. Mais là, on commence à être bear également sur, eh bien, la 2 semaines. C'est-à-dire que la Ginspan, elle est sous la Kijun, elle est sous le cours. Le cours, la SSB est au-dessus du cours. La Kijun, pour le moment, est encore au-dessus de la SSB, mais il tarderait plus que gros crash vers les 10 000, les 14 000. Petite continuation de cette affaire-là. Et en fait, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on passe sous la SSB également. C'est bear. Là, maintenant, il faut passer, entre guillemets, pour avoir une interprétation mi-boule, mi-bear, à partir de 2 semaines. Mais grossièrement, la configuration n'est pas belle non plus. Ichimoku, c'est un des indicateurs qui est le plus bear. D'accord? C'est pour le moment un des indicateurs qui est le plus bear parmi tous les indicateurs que j'ai pu lire. La grande question qui se pose aujourd'hui, et toi tu es beaucoup plus crypto que moi,
Tout le monde parle de crise de confiance, de perte de confiance, de capitulation. Finalement, il y a quand même pas mal de gens qui se sont fait nettoyer propre en ordre. Bon, alors aussi, il y en a qui ont tout perdu. Hein. Oui, mais aussi parce qu'il y avait une concentration hallucinante. Quand j'entends des gens... Ils ont oublié ton principe de la diversification. Mais complètement. Et parfois, certains peuvent s'en prendre à eux-mêmes, sans défendre... Moi, je dis c'est dommage cette affaire. Parce que le marché crypto, si on enlève... moi, j'appelle ça un signe noir, parce que personne, tu en parlais encore tout à l'heure, personne n'a vu venir l'affaire FTX. La personnalité de quelqu'un comme SBF... il n'y a rien qui est respectable dans cette affaire SPX. Sur le plan de la réglementation, de la personnalité, de l'utilisation des fonds clients. On ne pouvait pas imaginer pire scénario. Et c'est dommage, c'est que ça intervient à un moment où le marché crypto a déjà fortement baissé. Si on exclut cette affaire FTX, le marché crypto, il est sur des zones d'attrait de long terme. Il y a un graphique qui s'affiche sous vos yeux. C'est le pourcentage de baisse du cours du Bitcoin depuis son ex-ATH. Alors tu sais qu'on peut représenter ça sous la forme d'une courbe. Le BTC ATH Drawdown. Il est revenu sur un gros support depuis... Le marché crypto, ça existe depuis 12-13 ans. Le BTC depuis 13 ans. Tu peux tracer un gros support sur cette courbe du Bitcoin ATH Drawdown. La zone D, ça fait mal. Hein. Moins 79%, moins 80% depuis l'ex-ATH. C'est une zone de support. Et là, avec l'affaire FTX, on est passé de moins 72 à moins 60. Nous sommes sur cette zone. Je donne un autre chiffre, un autre graphique qui s'affiche sous vos yeux. C'est, tu sais, ce qu'on appelle le momentum, le taux de variation à 1 an du cours du Bitcoin. Le taux de variation à 12 mois. Depuis 13 ans, il y a un support à moins 73,5% depuis depuis 13 ans en prenant la variation à 12 mois. Là, on vient d'arriver dessus. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le cours de Bitcoin, il n'est pas sur un plus bas historique. On a déjà été plus bas. Mais d'un point de vue relatif, d'un point de vue de l'écart à la moyenne ou l'écart à certains indicateurs, là, il est sur un plus bas historique. On a ici également un tweet très intéressant. D'ailleurs, merci aussi à toute l'équipe pour tous les partages que vous avez faits, qui est sur le bottom du Bitcoin avec les cycles haussiers et puis les bear markets. Donc si on reprend aujourd'hui le Bitcoin depuis 2015 jusqu'à 2018, donc on était dans un bull market et après on est parti dans un bear market pendant à peu près une année. Et après, on est parti sur un marché extrêmement plat. Et ce marché extrêmement plat, il est quand même très important à la fin du bear market. Quand je dis à la fin du bear market, en tout cas le bottom. Parce qu'ici, même le bottom en 2015, ça a duré quand même presque une année avant de revoir vraiment une hausse qui commence à être intéressante aussi. Et aujourd'hui, le all-time high, en tout cas du Bitcoin, qui était donc juste ici, qui est finalement, en plus de ça, le même nombre de jours que l'ancien entre 2015 et 2018, qui est aussi assez intéressant comme chiffre. Si on était sur le bottom, et puis on a créé le même bottom, le même bear market en question de temps, eh ben, ça veut dire que le Bitcoin, son bottom était en effet autour des 15 000 et quelques. Maintenant, ça veut pas spécialement dire, s'imaginons, on est sur un bottom, puis que c'était en effet le point le plus bas, ça veut pas dire qu'on peut pas encore rester pendant 3, 6, 9 mois sur un prix qui est en dessous de 20 000 $. Donc ça peut être un marché extrêmement ennuyeux aussi si on prend les mêmes cycles, même que je pense pas qu'il faudrait reprendre ça parfaitement de la même manière parce que on est dans une situation complètement différente. Si on regarde l'économie n'a rien à voir entre 2015 et 2022 que les prochains 6 à 24 mois qui vont arriver. Ils vont être extrêmement intéressantes. Il va falloir bien suivre tout ça parce qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Mais je trouvais ce graphe quand même très intéressant et puis de vous le partager parce que mon ressenti aujourd'hui, c'est que quand moi j'ai vécu ce moment-là, pour être très précis, qui est juste ici, donc le Bitcoin à 6 000 $, quand on a eu cette chute ici jusqu'à 3 000, on était dans un scénario où la majorité des gens pensaient qu'on devait normalement partir vers le haut. C'était le côté sentimental du marché. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti vers le bas. Et quand on était ici vers le bas, on était autour des 3 000 $, entre 3 et 4 000 $, on avait beaucoup de personnes qui pensaient que le Bitcoin pouvait encore chuter en fait à ce moment-là. Le ressenti de la majorité des gens est de nouveau switch en fait à ce moment. Et je trouvais ça très intéressant parce que du coup finalement on a pu voir que pendant des mois, en fait, on a consolidé et puis on a finalement eu un marché qui était plat, très ennuyeux, avant de repartir en bull market. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est un court extrait de Mark Yusko, qui est un investisseur américain et gestionnaire de fonds spéculatifs, et il nous explique pourquoi le moment pourrait être finalement venu pour acheter du Bitcoin et ce qu'il recherche pour l'avenir de cet actif.
Donc, le cycle de 4 ans est bel et bien vivant. Et vous savez, pour le prochain halving, ça se produira genre en janvier, février 2024. Alors les premiers investisseurs arriveront parce qu'ils vont regarder la valeur et puis ils regarderont le prix et ils vont se dire, eh bien, le prix est inférieur à la juste valeur. Donc, si la valeur du réseau est d'environ 20 000 $, le prix est de 19 000, eh bien, je vais acheter ça. Et ce qui se passe, c'est que les gens vont regarder le halving et ils vont se dire, eh bien, si les récompenses de blocs sont réduites de moitié à 3,25, plutôt 6,125, non, pardon, à partir de 6,25, donc 3,125 à partir de 6,25. Alors, le prix doit doubler, ou à peu près, je dirais, pour que les mineurs puissent continuer à gagner de l'argent. Donc le Bitcoin à 250 000 $ d'ici les 3 à 5 prochaines années, si je me souviens bien. Est-ce que vous pourriez passer en revue cette prévision de prix et nous dire comment tout ceci pourrait se dérouler? Oui, c'est une excellente question. Donc, le 250 vient de maths toute bête au final. Maintenant, je dis 3 à 5 ans, ça vient de calculs assez simples. Par exemple, si vous prenez l'or, la valeur de l'or dans le monde, c'est actuellement de 10 trillions de $. Mais la moitié ne compte pas en fait, pas vrai? Ce sont les calices, les bijoux et des trucs que vous ne pourriez pas réellement utiliser. L'autre moitié, par contre, c'est la valeur monétaire, des briques et des barres qui se trouvent dans des comptes des gens. Vous savez, genre Fort Knox, je sais pas moi, les coffres des banques suisses et tout ce genre de choses, ça représente donc 5 trillions de $. 5 trillions. D'accord. Alors, si vous pensez qu'on a environ 21 millions de bitcoins au total, bon, vous le savez, c'est probablement moins que ça, mais bref, vous savez, vous faites ce calcul et vous obtenez un nombre de 250 000. Et c'est déjà pas mal, ça me convient, ça marche pour moi. Donc, imaginez-vous que l'équivalence hors bitcoin est d'environ 250 000 $. Et quand cela arriverait-il? Écoutez, disons si pour le prochain halving, on ajoute simplement un zéro, on passe donc de 10 000 à 100 000 $. Et puis on obtient le fait que cette bulle spéculative en 2024 ou 2025, quelque chose comme ceci, qui nous pousserait à la spéculation. Alors, est-ce qu'on pourrait potentiellement arriver à 250? Je dirais que 200, c'est peut-être plus probable, mais 250 est tout à fait possible. Vous avez le projet Terre Noire qui ont des capsules qui sont des NFT mais qui sont utiles, c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez mettre votre clé privée dans laquelle vous pouvez intégrer des données et la programmer en mode si elle est pas ouverte dans les je sais pas moi les 5 années qui arrivent, tu l'envoies à telle personne et vous donnez les coordonnées. En fait c'est un peu comme un testament mais en NFT. Après vous avez Ariani aussi, genre que j'aime beaucoup, où genre là ils font tout ce qui est traçabilité, authentification de pièces d'origine, genre une chaussure qui possède un NFT, si on achète la chaussure et que le vendeur elle a pas le NFT, du coup c'est une contrefaçon. Vous avez Carrefour qui fait des trucs avec les NFT aussi dans la traçabilité des produits. Vous avez aussi Billy qui est une billetterie ticketing blockchain, donc vous savez avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui sur la billetterie, comme les faux billets, les billets qui sont revendus à 50 personnes et au final vous pouvez pas rentrer parce qu'il a déjà été scanné, des choses comme ça. Donc ça c'est assez cool. Voilà pour les catégories. Donc du coup si je résume, on a gaming, trading card games, utilitaire, collectible, métaverse et artistique. Coins.fr qui mettait en avant que BuzzFeed a dévoilé l'identité des créateurs de la célèbre collection de NFT, les Bored Apes Yacht Club, relançant le débat sur l'anonymat dans l'écosystème. Donc c'est vrai que ça aussi, la régulation, je pense, notamment sur des projets qui brassent autant d'argent par rapport à la lutte contre le blanchiment, etc., devrait tôt ou tard se pencher très sérieusement sur ce genre de sujet. Le projet, c'est avec les fonds qui vont être récoltés à travers le Mint, c'est de mettre tout ça, de mettre 90% de ce qui aura été récolté à travailler au travers de la finance décentralisée. Donc ça va être des protocoles qui vont être sécures. À chaque fois, il va y avoir une partie explicative, donc tous les holders auront les explications de pourquoi tel protocole, tel crypto a été choisi, etc. Enfin bref, on va essayer de leur transmettre, on va dire, toute la partie ludique de pourquoi on fait ça. Et ils pourront observer tout en temps réel, parce que le projet, de manière intégrale, sera transparent. On peut même parler du smart contract qui a déjà été publié sur GitHub. Les 3/4 des projets ne publient jamais leur contrat avant de lancer leur mint, etc. par peur qu'il y en ait qui essaient de frauder un petit peu lors du mint et tout ça. Moi, je suis pas du tout parti dans cette optique-là. Je veux vraiment quelque chose de transparent. Donc, toutes les personnes pourront suivre en temps réel
ce qui se passe on-chain, comment le projet place ses différences cryptos, etc. Et donc l'objectif, c'est avec tous les rendements qui vont être générés au travers de la finance décentralisée, eh bien ces rendements vont être transformés chaque mois en Bitcoin et ils seront stockés sur la blockchain Bitcoin. Donc c'est bien du vrai Bitcoin qui sera adossé à chaque NFT, c'est pas du WBTC, du RANBTC ou n'importe quel synthétique token qui essaye de représenter Bitcoin. Là, ça sera bel et bien du vrai Bitcoin qui sera adossé à chaque NFT. Et donc pour récupérer ce Bitcoin, donc ce sera pas en fait des rendements au sens où on peut l'entendre que chaque mois il y a quelque chose qui tombe. En fait, chaque mois il y a quelque chose qui va tomber, mais ça va tomber dans le NFT. C'est-à-dire que pour récupérer, le jour où vous voulez récupérer les bitcoins qui sont adossés à votre NFT, vous devrez détruire le NFT en renseignant une adresse de votre wallet Bitcoin et sous 24-48 heures, les bitcoins seront envoyés à l'adresse que vous aurez renseignée en détruisant en fait votre NFT. Il faut voir ça un petit peu comme une tirelire cochon. On ne peut pas ouvrir, qu'on est obligé de casser. Et une fois que vous l'avez cassé, vous sortez du jeu, il n'y a plus de tirelire. On finit avec la truffe noire, rappelez-vous, j'en ai parlé rapidement sur Twitter, elle a été mise sous forme de NFT, cette truffe a quand même été vendue pour 8700 €. Alors je sais pas ce qu'elle vaut réellement là. Alors en fait, j'ai pas trop compris, parce que en gros, si t'achètes le NFT, est-ce que t'as la truffe? C'est ça que je me pose comme question, alors ça doit être écrit dans l'article, après je l'ai pas lu entièrement, n'hésitez pas à checker de l'autre côté si jamais vous posez la question aussi, mais c'est vrai que c'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire maintenant au niveau des NFT, et alors pour l'instant on est en pleine découverte, ça s'appelle Far West, et du coup on teste tout, et c'est ça qui est bien dans l'évolution d'un bull run, c'est que tout est testé sur une technologie comme les NFT, alors, on teste tout dans tous les sens, les singes, tout ce que vous voulez, les crypto etc. Et en fait, après, quand on va partir en marché baissier et que ça va être un peu, il y aura plus personne, ce sera l'hiver par rapport à ce genre de technologique, et ben quand après, voilà, les beaux temps reviendront entre guillemets, et ben là, on n'aura que les meilleures technologies qui ont réussi à rester durant l'hiver, qui seront encore ici. Que les meilleurs projets. Et du coup, ça veut dire que c'est eux qui sont fiables plutôt à long terme. Et on le voit très bien aussi au niveau des projets crypto, les ICO, etc. 80% vont mourir durant le bear market. Avec L'Oréal qui se lance dans les NFT et les métavers, donc L'Oréal, le géant de l'univers cosmétique, qui a énormément de marques différentes. Et là, ils viennent de déposer plus de 10 marques différentes dans le monde des NFT et des métaverses. Et alors que le Royaume-Uni travaille sur sa MNBC, en France, le rapport sur le secteur des métaverses commandé en février dernier par le gouvernement vient d'être publié. En effet, durant la dernière campagne présidentielle, on avait Emmanuel Macron qui s'était prononcé en faveur d'une indépendance culturelle et informationnelle grâce à la création d'un métaverse européen pour ne pas dépendre d'acteurs étrangers. Et donc dans ce but, il avait commandé un rapport qui devrait servir de base pour construire la stratégie du gouvernement. Et le rapport qui a été publié récemment rappelle tout d'abord que les métaverses sont un enjeu de souveraineté indéniable pour la France, et pour s'assurer de l'indépendance de notre pays, il préconise de, premièrement, mettre en place des commandes publiques répondant aux objectifs de souveraineté culturelle et de souveraineté technologique. Deuxièmement, d'amener la puissance publique à faire émerger les services communs et essentiels permettant à l'avènement d'une pluralité des métaverses interopérables. Troisièmement, de faire évoluer dès maintenant les règlements tels que RGPD pour la protection des données des utilisateurs. Et finalement de réaliser une analyse complète du secteur pour guider les investissements en fonction des bénéfices potentiels et des risques liés à la perte de souveraineté. À savoir que concrètement, le rapport préconise de profiter des Jeux Olympiques pour rassembler les acteurs français du métaverse autour d'un projet concret, et il conseille la création d'un institut de recherche et de coordination qui serait à la fois un laboratoire de recherche, un lieu de coordination et un comptoir d'expertise. Donc au final, alors que la semaine dernière on a eu des déclarations encourageantes sur l'ouverture du gouvernement à l'industrie des cryptos par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la transition numérique, ce rapport reconnaît l'enjeu stratégique qu'auront les métaverses dans les années à venir et qu'il faut dès maintenant investir dans ce secteur et l'encadrer pour d'une part éviter les fraudes et d'autre part se protéger d'une possible perte de souveraineté, comme c'est le cas avec les géants américains tels que Google et Amazon. Mais maintenant la balle est dans le camp du gouvernement, donc attendons de voir quelles seront les décisions qu'ils prendront. Lacoste poursuit son immersion dans le Web3, en effet, après avoir lancé sa toute première collection qui s'appelait donc UNDW3, donc UNDW3, de plus de 11 212 NFT alors que l'ETH était super bas. Le géant français Lacoste est plus que déterminé à poursuivre son voyage au cœur du Web3. Donc du coup, la nouvelle collection s'appelle The Emerge. On ne sait pas trop encore à quoi elle va ressembler, on ne sait pas trop combien ce sera, quand ce sera, mais ce qu'on sait c'est qu'il y aura beaucoup d'avantages, il y aura vraiment beaucoup d'avantages, donc ça peut être un très bon point d'entrée pour les gens qui n'ont pas pu du coup rentrer dans ce projet-là avec la première collection de NFT.
Ensuite, un tweet de France Crypto, donc Aglaé, donc là, grosse news, je vous le dis. Aglaé Ventures, c'est une société de capital risque du groupe Arnaud, donc LVMH. Donc là, c'est les plus grosses marques de luxe au monde. S'apprête à lancer un fonds d'investissement Web3 et crypto estimé à $100 millions. En même temps, ça m'étonne pas. C'est la deuxième plus grande fortune au monde, donc c'est normal qu'il y a beaucoup d'affaires dans le Web3 et dans les cryptos, métaverse, NFT, etc. Renault, qui monte dans le train de l'innovation à toute vitesse. Pour cela, il se lance dans les NFT, en profitant de l'occasion des 50 ans de la Renault R5 pour entrer dans ce monde. En effet, quoi de mieux que la ligne de cette voiture mythique qui a permis à je ne sais combien de Français de partir en vacances ou d'aller travailler. Ma mère en avait une, et je me souviens encore bien de mes trajets passés dedans. Je pense que beaucoup de gens ont une histoire avec cette bagnole, et c'est ça qui fait la force du modèle. Pour marquer le coup, il y aura 1972 NFT, comme l'année de sortie de la voiture. Cette collection s'appellera Gen R5, et se divisera en 4 modèles mythiques de la R5. Les NFT seront visibles sur le site nft.renault.com, pour les curieux qui souhaiteraient voir la tronche de la collection. C'est sous réserve que le site tombe moins souvent en panne que leur bagnole. Donc je vous promets rien. Renault ajoute qu'il souhaite accorder des privilèges aux détenteurs des NFT qui comprendront des événements de la marque, des essais de voitures exceptionnels, des rencontres avec des personnalités en lien avec la marque comme des sportifs ou des designers, des visites privées ou encore des expositions en avant-première. Finalement, on n'est pas tant à la traîne que ça côté français pour une fois, vous trouvez pas ? L'équipe de Cross the Age est composée d'une équipe impressionnante. Il existe actuellement plus de 130 personnes impliquées dans le projet. C'est un titre de jeu à très grande échelle avec beaucoup d'argent et beaucoup de main-d'œuvre investie dans la production du jeu vidéo de grande qualité et relativement bien conçu. Il est clair qu'il s'agit d'un projet tout à fait légitime qui devrait faire basculer le monde des jeux crypto. Dirigé par le visionnaire Samy Schlagou, PDG et cofondateur, qui a participé à un certain nombre de studios de jeux à travers le monde entier, entre la France et le Japon, et a également créé des jeux pour un certain nombre de plateformes comme Nintendo, Sony, Xbox, Steam et Android. Aux côtés d'artistes incroyables avec de solides expériences, plus de 60 illustrateurs hautement qualifiés dans leur domaine visent à développer un univers impressionnant à travers Cross the Age, ainsi que des scénaristes extrêmement talentueux en termes de production de jeux et de développement de la blockchain. On peut également voir qu'il s'agit d'un projet à grande échelle avec beaucoup de grands noms attachés, même le très célèbre Sandbox y est rattaché. Travaillant sans relâche en coulisses, l'équipe de Cross the Age vise actuellement à attirer davantage de membres et d'investisseurs. Cross the Age est un projet incroyablement bien conçu et raffiné. L'équipe principale examine de très près l'écosystème actuel des jeux crypto et est sur le point de renforcer son projet et de nous livrer un jeu qui garantira un grand succès. Le deuxième projet dont je voulais te parler, évidemment je te mettrai tous les liens dans la description en dessous si tu veux vérifier par toi-même, c'est du coup Afterland qui est un FPS qui sera développé, qui est actuellement développé sur la blockchain Wax. Afterland, si tu regardes un petit peu le trailer, ça devrait te rappeler un jeu, c'est des graphismes qui sont notamment inspirés d'un jeu comme Borderlands. Ça sera du coup un FPS avec une partie PVP et également une partie PVE. L'idée en fait c'est vraiment d'avoir un système qui récompense les meilleurs joueurs, donc les perdants en fait, ceux qui seront les derniers, les moins bons paieront les récompenses des meilleurs, donc pour éviter d'avoir justement un système de Ponzi. Au niveau de la roadmap, où est-ce qu'on en est? Alors le jeu n'est pas prévu de sortir tout de suite. Là, pour moi, là où c'est intéressant de s'y intéresser à partir du mois de septembre, c'est tout simplement parce qu'il devrait y avoir un listing et une bêta qui devrait sortir prochainement, avant la version finale du jeu qui devrait sortir plutôt en début d'année 2023. Donc je trouve que c'est un bon timing pour s'y intéresser. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est des sentiments personnels et incohérents que sont la bonne volonté et l'esprit de bénévolat de jouer à un jeu vidéo. Je pense que si vous voulez lire l'intégralité de la lettre, je vous la laisse accessible parce qu'elle est là, évidemment. Alors il parle des progrès économiques symboliques, les utilisateurs avec des incitations explicites, etc., etc. Mais ce qui est le plus choquant dans cette lettre, c'est qu'effectivement, eh bien selon lui, le jeu vidéo ne semble pas fait pour, je cite, jouer pour s'amuser, et qu'en gros, c'est du bénévolat que de jouer en fait à un jeu vidéo et de n'attendre rien en retour. Alors que les bénévoles dont parle l'auteur, ce sont les contributeurs qui créent du contenu gratuitement. Tout comme EMB et Julien Chess seraient des bénévoles de créer du contenu sur YouTube sans être rétribués, n'est-ce pas? YouTube, plateforme sur laquelle il y a des utilisateurs qui sont là en tant que viewers pour le plaisir, le divertissement, et d'autres qui sont là pour contribuer, créer du contenu, rendre la plateforme plus intéressante. Donc en tant que YouTuber, je suis persuadé que s'ils avaient compris ce paragraphe tel que je l'ai compris, ils seraient
totalement d'accord avec ce qui est dit à l'intérieur. Parce qu'il leur semble aujourd'hui tout à fait normal d'être rétribués pour le contenu qu'ils créent sur YouTube. Donc pourquoi ne serait-il pas tout aussi normal qu'un créateur de contenu in-game ne soit pas aussi rétribué pour ses efforts, pour ses créations? Et c'est d'ailleurs ce que dit le reste du paragraphe que je vais continuer de vous lire moi-même, puisque vous l'avez compris, EMB continue de l'analyser avec un postulat de base incorrect selon moi. Donc le paragraphe dit « Le contenu généré par l'utilisateur est né uniquement du désir des individus de s'exprimer et non d'une incitation explicite à les récompenser pour leurs efforts créatifs. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les contenus générés par les utilisateurs n'ont pas été aussi nombreux que ce que l'on aurait pu espérer. » Et oui, le PDG l'a très bien compris, si on veut encourager les joueurs à créer du contenu qui va bénéficier aux autres joueurs, il y a une carotte très efficace pour ça, qui s'appelle l'argent. Parce que quand tu as une licence comme Minecraft ou Trackmania, les 2% de joueurs qui contribuent bénévolement représentent quand même beaucoup de gens parce que la communauté est gigantesque. Mais sur Dreams par exemple, ou même Mario Maker, le contenu de qualité tombe vraiment au compte-gouttes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Guardian, c'est un projet français, visuellement, ça envoie du lourd. C'est un projet lancé par le club e-sport français GameWorld, les adeptes de e-sport vont forcément reconnaître. Cette équipe a déjà gagné de nombreux prix, ils existent depuis seulement 4 ans et sont déjà devenus des références nationales, même internationales en cas de discipline. Trackmania, League of Legends, Fortnite ou même NBA. Ils vont lancer leur collection NFT Guardians. Durant les bear market, les NFT commencent enfin à avoir de la gueule. Fini les singes dessinés par des collégiens. Non, vraiment, visuellement, ça, c'est lourd, voilà. Guardian, c'est une collection NFT artistique et communautaire. Le but de cette collection, c'est de réunir les passionnés au centre d'intérêts différents, mais incroyablement riches et complémentaires. Art visuel, musique, jeux vidéo et même comics. Les Guardians pourraient donc devenir une communauté NFT extrêmement active et influente dans le monde en jouant pleinement leur rôle de pont entre les différentes cultures et passions dans les jeux vidéo et l'e-sport bien sûr. Le mint NFT sera annoncé sur leurs réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est secret. En tout cas, visuellement très stylé et clairement un projet à suivre, sachant que GameWorld ont déjà fait leurs preuves dans le passé. Réseaux sociaux en description, tapez dedans. Nous, c'est ça, on essaie vraiment que ce soit accessible à tous. Bon, déjà, on passe dans la rue, on peut voir physiquement l'œuvre à la place de son écran en petit. C'est vrai que là, on peut le voir dans des cadres, vraiment des toiles qui les mettent en valeur dédiées à cet effet. C'est des toiles numériques, elles sont connectées en Wi-Fi, il y a un wallet à l'intérieur. D'accord. Donc le wallet, il est intégré. Les écrans sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ouais, ça rend très bien. Ouais. C'est du mat en fait. Hein. Et c'est ça qui est très beau, ouais, je trouve aussi. Et du coup, on peut les filmer par exemple. Et on voit en fait. Oui. Ça aussi, c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup d'écrans. Après, on a des œuvres aussi animées. Ah, et comment vous avez fait ça? En fait, c'est d'un mouvement de la main pour tous, hein, vous pouvez les... Parlons maintenant de Solana. Solana, ils viennent de lancer en fait une plateforme mobile pour développement d'applications mobiles et basée sur Android, et ils vont aussi lancer un nouveau téléphone. Donc c'est prévu pour début 2023. C'est bientôt en fait, donc c'est assez étonnant d'entendre ça que maintenant. Donc je pense qu'ils vont sûrement prendre un Android pré-packagé où ils vont rajouter quelques applications par défaut qui vont permettre de s'interconnecter avec la blockchain Solana. Mais voilà, c'est assez étrange aussi de voir ça à ma connaissance, c'est l'une des premières grosses blockchains, on va dire, de type Avalanche, Ethereum ou Bitcoin ou autre qui lance un smartphone 100% crypto et 100% en tout cas orienté vers une blockchain. Donc voilà, il y a 2 annonces différentes. Il y a le Solana Mobile Stack, c'est un module open source pour développer des applications, on va dire, Android qui sont interconnectées avec la blockchain Solana. Et en même temps, il y a le smartphone qui devrait arriver. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va juste être un skin d'une plateforme connue ou un partenariat avec un fabricant connu? Ça, on sait pas trop. Et voilà, la plateforme ou le smartphone, ça va s'appeler Saga, a priori. Saga, on vérifie tout ça, ouais, c'est ça. Saga. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.